En ce moment même, mon mari pense probablement que je suis assise à la maison, en train de pleurer et d'attendre son retour. Je fixais la publication qui venait d'être postée sur son compte secret de réseau social avec des yeux totalement dépourvus d'émotion. À la fin de la légende sur son compte secondaire, il y avait un MDR moqueur. Aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire de mariage. Sur la table de la salle à manger devant moi se trouve un dîner, somptueux, intact et complètement froid. Mon mari est probablement en ce moment, enlacé dans les draps d'un lit d'hôtel de luxe avec son ex-petite amie. Mais ils ne connaissent pas encore la vérité. Ils ne savent pas que dans quelques heures, lorsque mon mari rentrera à la maison, tout guirait, la moindre trace de mon existence aura disparu de cet appartement. Et ils ne savent certainement pas qu'un simple morceau de papier laissé sur cette table le précipitera au fond du désespoir. Les aiguilles de l'horloge murale du salon viennent de passer minuit. Le tic-tac, mécanique et stérile, était le seul son qui résonnait dans le silence de mort de la pièce. Je me suis levé lentement, et j'ai regardé le repas que j'avais disposé sur la table. L'entrecôte de bœuf de premier choix, le plat préféré de mon mari, avait perdu le bel éclat appétissant qu'elle avait fraîchement sorti de la poêle. La graisse blanche s'était complètement figée. Le ragoût de côtelette que j'avais passé des heures à mijoter depuis ce matin était froid. Comme de la pierre, une fine pellicule se formant à sa surface. Seul le bouquet de fleurs d'anniversaire posé dans un coin de la pièce s'épanouissait avec une vitalité anormale dans l'atmosphère bizarre et lourde de l'appartement. Plus tôt dans la soirée, alors que je mettais la touche finale au dîner dans la cuisine, un court message texte de mon mari est arrivé. Vraiment désolé, une crise énorme vient de frapper le bureau et je dois y passer la nuit. Je sais que c'est notre anniversaire et je me sens très mal. Va te coucher sans moi. Si cela avait été les premiers jours de notre mariage, j'aurais cru ces mots. Sans l'ombre d'un doute. Je serais resté éveillé tard à l'attendre, morte, d'inquiétude pour sa santé. Je lui aurais renvoyé un texto pour lui demander s'il n'allait pas attraper froid ou s'il ne se surmenait pas trop, et je lui aurais préparé un panier repas pour le lendemain matin. Mais la femme que je suis aujourd'hui n'est plus dupe de ces mensonges bon marché. Parce que pendant qu'il prétend gérer une crise d'entreprise, je sais exactement où il est, et ce qu'il fait. Le smartphone dans ma main affichait le compte Instagram secret que mon mari utilisait il y a quelques mois. C'était une boîte de Pandore sur laquelle je suis tombé accidentellement lorsqu'il a laissé son iPad connecté et sans surveillance sur le canapé du salon. Sur cet écran, documenté de manière vivante, avec des photos, se trouvait le dossier indiscutable de ses relations sexuelles, avec son ex-petite amie Jessica, bien qu'il m'ait pour épouse. Le post d'aujourd'hui était particulièrement cruel, mis à jour juste après 20 heures. La photo montrait 2 coupes de champagne s'entrechoquant dans un restaurant haut de gamme avec vue sur la skyline de Chicago. La légende, accompagnant la photo disait « J'ai menti en disant que je devais travailler. Pour notre anniversaire. Boire du champagne avec Jessica vaut mieux que la cuisine maison de ma femme, n'importe quel jour. » Je parie qu'elle est à la maison en train de pleurer en ce moment. MDR. Au moment où j'ai vu ce post, quelque chose à l'intérieur de mon cœur s'est complètement et audiblement brisé. Étrangement, pas une seule larme est tombée. Mes mains n'ont pas tremblé de colère, ni ma poitrine ne s'est déchirée de chagrin. Au lieu de cela, une résolution calme et absolue s'est répandue en moi, comme si je sombrais dans une eau noire et glaciale. La première année de notre mariage n'avait pas été entièrement mauvaise. Chaque matin, je le raccompagnais à la porte, et chaque soir, nous dînions ensemble. Le week-end, nous nous promenions main dans la main jusqu'au Foods local, parlant de notre modeste avenir. Je croyais sincèrement que ces jours paisibles et ordinaires duraient éternellement. Je pensais que mon mari était le partenaire idéal, toujours doux et prévenant envers moi. Mais cette douceur n'était rien de plus qu'un camouflage pour cacher sa propre culpabilité. Il y a 6 mois, les rouages de notre mariage ont commencé à grincer le jour où Jessica, son ex-petite amie, a été embauchée dans son entreprise en tant que cadre intermédiaire. Mon mari a commencé à rentrer de plus en plus tard. Il a commencé à quitter la maison le week-end, prétextant des urgences professionnelles soudaines, l'odeur de parfum de femme bon marché sur ses vêtements, des reçus de restaurants inconnus dans les poches de sa chemise. J'ai fait l'idiote, luttant désespérément dans mon esprit pour lui faire confiance, encore et encore. Je nourrissais un faible espoir qu'il se réveillerait et reviendrait à moi. Aujourd'hui, jour de notre anniversaire de mariage, cette fragile espérance a été brutalement anéantie. J'ai poussé un soupir silencieux et j'ai jeté l'entrecôte froide dans le sac poubelle. Voir le repas soigneusement préparé se transformer en déchets pathétiques ne m'a absolument rien fait. Tout amour ou attachement persistant que j'avais pour mon mari avait été complètement effacé au cours des dernières heures. Je n'avais plus besoin de jouer le rôle de l'épouse pitoyable qui attend et pleure à la maison. Je suis entré dans la chambre principale et j'ai sorti une boîte en carton du fond du placard, que j'avais préparée à l'avance. La vérité est que, depuis quelques semaines, j'emballais progressivement mes affaires, en m'assurant que
Mon mari ne le remarquerait pas. Mes livres, mes vêtements d'hiver et mes documents importants avaient déjà été expédiés à la maison de mon enfance. Il ne restait que le strict nécessaire que je pouvais emporter immédiatement. Avec une précision robotique, j'ai pris mes sous-vêtements et vêtements restants de la commode et je les ai mis dans ma valise. Il n'y avait aucune hésitation dans mes mouvements. Même à ce moment précis, alors que mon mari se moquait de moi, couché avec une autre femme, je finalisais avec constance les préparatifs pour reprendre ma vie en main. L'horloge a sonné 3 heures du matin. Il faisait encore nuit noire dehors, et la ville dormait profondément. Mon emballage était presque terminé. En regardant autour de la pièce, mes yeux se sont arrêtés sur mes coussins préférés, les rideaux que nous avions choisis ensemble, et les tasses à café assorties que nous avions achetées lors d'un voyage de week-end. Ces objets, que je chérissais, autrefois, ressemblaient maintenant à des accessoires sans signification sur une scène creuse. J'avais l'intention d'effacer absolument tout ce qui m'appartenait de cet appartement. Au lieu de cela, je ne laisserais qu'une seule chose au centre de la table du salon complètement vide. C'était quelque chose avec une puissance destructrice suffisante pour anéantir instantanément la confiance et la vanité fragile que mon mari avait construite tout au long de sa vie. Il ne sait toujours rien. Il n'a aucune idée de la quantité de preuves que je détiens ni de la détermination que j'ai portée cette nuit. Dans quelques heures, lorsqu'il sortira de ce lit d'hôtel et reviendra dans cet appartement avec un sourire satisfait sur le visage, il réalisera que sa vie est déjà terminée. Arrêtant mon emballage un instant, j'ai ouvert son compte secret une dernière fois. Il y avait un nouveau post d'il y a 1 heure. Je me suis dirigé vers la table de la salle à manger, j'ai enlevé mon alliance de ma main gauche et je l'ai posée doucement sur une enveloppe marron. Le petit cliquetis a résonné, creux dans la pièce nocturne. Sur le doigt où se trouvait l'anneau, une nette marque de bronzage blanche est restée, une marque de l'année où je l'avais porté. En regardant cette petite marque, le souvenir d'un appel téléphonique de ma belle-mère il y a quelques jours m'est revenu vivement à l'esprit. « Allô, Sarah. J'appelle parce que je suis inquiète que Marc rentre si tard ces derniers temps. » Au téléphone, la voix de ma belle-mère avait le timbre doux d'une mère inquiète pour son fils. Cependant, je ne connaissais que trop bien les épines froides cachées derrière ces mots, toujours prête à me blâmer. Oui, il semble être très occupé par le travail ces derniers temps, alors il a travaillé tard, ai-je répondu prudemment. Ma belle-mère a poussé un soupir, exagéré. C'est bien qu'il soit occupé par le travail. Mais quand un homme ne veut pas rentrer à la maison, c'est généralement la faute de la femme. Sarah, crées-tu vraiment un environnement domestique relaxant pour Marc? Tu es une femme au foyer. Tu dois exécuter ces choses parfaitement. Comme toujours, elle m'a mis toute la responsabilité sur le dos. Le fait que je me levais tôt, pour faire son déjeuner, et que je restais éveillé tard pour réchauffer son dîner ne signifiait rien pour elle. C'était simplement ce qu'on attendait de moi. Mais ces mots ce jour-là ont pris une tournure légèrement différente. Marc m'a dit, tu sais, il a dit qu'une femme à son bureau lui donnait d'excellents conseils de carrière. Jessica, je crois qu'elle s'appelait. Il a dit qu'elle était une vieille amie de l'université et incroyablement compétente. Au moment où le nom de Jessica a été mentionné, j'ai cru que mon cœur allait se glacer. Ma belle-mère savait parfaitement que Jessica était l'ex-petite amie de Marc. Avant notre mariage, c'était ma belle-mère qui détestait l'apparence tape à l'œil, la personnalité forte et exigeante de Jessica. Elle avait déclaré qu'une femme, comme ça n'était pas digne de son précieux fils, et c'est elle qui a poussé la calme et obéissante Sarah vers Marc. Jessica travaille dur et on compte beaucoup sur elle dans son entreprise. Contrairement à toi, elle affronte le monde réel. Donc je suis sûr qu'il est plus facile pour Marc de lui parler de ses difficultés professionnelles. Tu devrais au moins lire le Wall Street Journal pour pouvoir lui offrir une conversation utile. Ricana-t-elle. J'étais complètement désemparé. La même femme qui m'avait forcé à assumer le rôle de femme au foyer, affirmant que la place d'une femme était de soutenir son mari, utilisait maintenant une femme qui travaillait comme Jessica pour me mépriser. Pour ma belle-mère, mes sentiments et mes efforts n'avaient aucune importance. La seule chose qui comptait, c'est que son fils réussisse et ait une bonne image aux yeux du monde. Et elle soupçonnait probablement que Marc et Jessica étaient plus que de simples collègues. Pourtant, elle croyait probablement qu'un homme ayant une liaison était un signe de son succès, et que c'était la faute d'une femme ennuyeuse. Je comprends. Je vais faire plus d'efforts, ai-je répondu, en réprimant mes émotions, et j'ai raccroché. La seule larme qui est tombée sur l'écran du smartphone que je serrais n'était pas de tristesse, mais d'une déception sans fond envers cette famille. Ni mon mari ni ma belle-mère ne me voyaient comme un être humain. Pour eux, j'étais juste une membre pratique de l'équipe des coulisses, destinée à maintenir la bonne image de la famille, une bonne à tout faire utile et non rémunérée. Ce fait m'a été brutalement imposé le mois dernier. Je m'étais réveillé avec des frissons et un violent mal de tête, et dans l'après-midi, ma fièvre était
monté à 39 degrés. Incapable de me tenir debout, je me suis allongé sur le canapé, attendant le retour de Marc. Quand il est finalement rentré après 22 heures, il m'a regardé, emmitouflé dans des couvertures dans le salon sombre, et au lieu de s'inquiéter, il a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Où est le dîner? Je suis vraiment désolé. J'ai 39 de fièvre et je ne peux pas me lever, m'excusai-je d'une voix rauque. Marc ne soupira pas lourdement, mais il ne fit absolument aucun effort pour cacher son agacement flagrant. Tu es sérieuse? J'ai une présentation énorme demain matin à la première heure. Je ne peux vraiment pas me permettre d'attraper ce que tu as. Disant cela, il se dirigea directement vers sa chambre sans même s'approcher de moi. Quelques minutes plus tard, il est revenu dans le salon avec un petit sac de sport et m'a jeté ces mots d'un ton glacial. Je vais jouer la sécurité, prendre une chambre dans un hôtel voisin ce soir. Tu peux fermer la porte. Toi-même, n'est-ce pas? Bon rétablissement. Avant même que je puisse prononcer un mot, le bruit lourd de la porte d'entrée se refermant a résonné dans l'appartement. Dans mon état fiévreux, j'ai regardé son dos s'éloigner avec un désespoir absolu. Juste avant qu'il ne sorte, l'écran du smartphone dans sa main s'était allumé. J'avais clairement vu un court message texte apparaître, d'un contact nommé Jessica. Viens ce soir. Un mari qui abandonne sa femme, malade et fiévreuse seule dans leur appartement pour aller chez sa maîtresse. C'était le vrai visage de l'homme pour qui j'avais tout sacrifié au cours de l'année écoulée. Délirant de fièvre, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai réalisé que tous mes efforts jusqu'à ce point avaient été complètement vains. Le lendemain, matin, ma fièvre ayant baissé, j'ai regardé mon visage pâle dans le miroir de la salle de bain et j'ai pris une décision ferme. Il n'y avait pas de place pour moi dans cette maison, et je refusais absolument de gaspiller ma vie pour un homme comme celui-ci. Maintenant, assise dans la pièce glaciale, je fixais l'alliance posée sur la table. Cette bague n'était rien de plus qu'une chaîne que Marc utilisait pour m'attacher. Maintenant que je l'avais enlevée, mon cœur se sentait incroyablement léger et clair. Marc et sa mère pensaient tous deux que j'étais juste une femme faible qui pleurait et s'accrocherait à lui. Ils supposaient qu'en tant que femme au foyer sans pouvoir financier, je ne pourrais pas survivre si on me menaçait de divorce. C'est précisément pour cela qu'ils m'ont sous-estimé, méprisé et traité comme un outil pratique. Mais ils faisaient une erreur de calcul monumentale. Je n'avais pas seulement enduré cela en silence. Au cours des 6 derniers mois, pendant qu'ils se moquaient de moi dans mon dos, j'avais fait des préparatifs constants pour me protéger. J'ai ouvert le tiroir intégré du salon et j'ai sorti une petite boîte, à serrure cachée tout au fond. À l'intérieur se trouvait un dossier contenant des relevés bancaires officiels à mon nom, quelque chose dont Marc n'avait absolument aucune idée. Ce compte était mon atout ultime, la chose même qui allait briser son arrogance de fond en comble. Je l'ai ouvert et j'ai regardé tranquillement le solde final imprimé. L'intérieur, à côté du nom d'une société, Miller Property Management. Ma famille n'avait jamais paru riche en surface. Cependant, mon père, décédé il y a quelques années, dirigeait une solide entreprise immobilière dans notre état d'origine, et il m'a laissé, à moi, sa fille unique, l'intégralité de l'entreprise, ses droits et ses actifs. Garde cette richesse secrète de l'homme que tu épouseras pendant un certain temps. Tu dois observer attentivement s'il est un homme qui aime Sarah pour ce qu'elle est, et non pour son argent ou son pedigree. Suivant les paroles que mon père m'a laissées sur son lit de mort, je n'avais jamais dit à Marc ou à sa mère que ma famille était riche. À cause de cela, ma belle-mère me traitait comme une femme au foyer, misérable et sans le sou. Et Marc n'a jamais caché son attitude de privilégié, agissant toujours comme le grand pourvoyeur. Une fois, alors que j'avais manqué une promotion à l'épicerie et acheté des légumes bio un peu plus chers, Marc m'a fusillé du regard avec un profond mécontentement et m'a réprimandé froidement. Sarah, tu ne connais pas la difficulté de gagner sa vie dans le monde réel, donc tu n'as aucun problème à gaspiller de l'argent comme ça. En tant que femme au foyer, ton travail est d'économiser chaque centime et de protéger l'argent que je gagne. À l'époque, je n'ai pas répliqué. J'ai simplement baissé la tête en silence. Mais la femme que je suis aujourd'hui sait que l'homme qui a craché ces mots dépensait secrètement 10 fois cette somme pour une autre femme. Si je leur montrais ce compte bancaire, ils changeraient instantanément d'attitude et viendraient ramper à mes pieds. Mais je n'utiliserai jamais, au grand jamais, cet argent, pour eux. L'événement qui m'a vraiment fait prendre conscience de la cruelle réalité et qui a solidifié ma décision de partir s'est produit il y a 3 mois. C'était un après-midi pluvieux. Marc était sorti précipitamment de la maison ce matin-là, prétextant une importante réunion du conseil d'administration. Cependant, il avait, de manière inhabituelle, oublié son appât de personnel, celui qu'il gardait si précieusement qu'il l'emportait même aux toilettes, coincé entre les coussins du canapé. Normalement, je n'aurais jamais fouillé dans les affaires de quelqu'un d'autre, mais à ce moment-là, je ne pouvais tout simplement pas
détourner le regard d'une notification qui s'affichait vivement à l'écran. La nuit dernière était incroyable. Ta femme ne se doute de rien, n'est-ce pas? L'expéditeur était Jessica. Au moment où j'ai vu ce court message, mon cœur a commencé à battre comme une alarme frénétique, et je me souviens encore que mes doigts se sont mis à trembler. La nuit précédente, Marc était rentré à 2 heures du matin, prétextant qu'un dîner avec un client s'était prolongé. Il sentait l'alcool, mais j'ai compati à son dur labeur, lui ai préparé un thé chaud et lui ai massé le dos. Comment a-t-il reçu ma gentillesse à ce moment-là? Rait-il intérieurement de la femme idiote qui se laissait si facilement tromper? Alors que le bruit de la pluie battait contre la vitre, j'ai inconsciemment touché la tablette avec des mains tremblantes. Elle était verrouillée par un mot de passe. Après avoir hésité un instant, j'ai tapé une combinaison de l'anniversaire de Marc et de celui de son chien d'enfance. Contre toute attente, l'écran s'est déverrouillé, instantanément. Les heures qui suivirent furent un cauchemar étouffant. L'application de messagerie débordait de plaintes à mon sujet et de mots doux, pour Jessica. La nourriture de Sarah est si fade. Ta cuisine est la meilleure, Jess. Même ma mère dit qu'elle aimerait que tu sois sa belle-fille à la place de Sarah. Cette femme n'est qu'une bonne à tout faire glorifier. Leurs échanges étaient trop profonds et malveillants pour être balayés d'un revers de main comme une simple liaison. C'était comme s'ils consumaient mon existence pour leur propre divertissement, prenant un plaisir manifeste à me piétiner. Ce qui m'a encore plus blessé, c'est un selfie que Jessica avait envoyé. Sur la photo, elle portait une robe décolletée, et autour de son cou pendait un collier de diamants très familier et coûteux. C'était exactement le collier pour lequel Marc m'avait consulté 6 mois plus tôt, en disant « Je pense acheter ça pour le 60e anniversaire de ma mère. Qu'en penses-tu » J'avais souri vivement et l'avais encouragé, en disant « Ta mère va certainement adorer. » Au moment où j'ai réalisé que ce n'était qu'un camouflage pour choisir un cadeau pour sa maîtresse, j'ai senti le contenu de mon estomac remonter à ma gorge. J'ai couru à la salle de bain, je me suis appuyé contre le lavabo en porcelaine froide, et, alors que je respirais de manière saccadée et difficile, j'ai enfin compris la situation désespérée et sans espoir dans laquelle je me trouvais. Ma santé mentale était poussée à sa limite absolue par le fait qu'un visage aussi laid, monstrueux et vrai se cachait sous le masque du mari en qui j'avais confiance. Mais le véritable enfer ne faisait que commencer. En retournant au salon sur des jambes chancelantes, j'ai continué à faire défiler leur historique de discussion, jusqu'à ce qu'un icône d'application inconnue attire mon attention. C'était une application de stockage en nuage et de partage de fichiers. Un badge de notification rouge se trouvait dans le coin supérieur droit de l'icône. Comme si j'étais contrôlé par une force invisible, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un seul dossier partagé. Le dossier était intitulé « Nos projets d'avenir », un nom qui m'a fait frissonner de dégoût absolu. Au moment où j'ai vu les fichiers à l'intérieur, j'ai senti le sang quitter complètement mon corps. Ce n'étaient pas seulement des photos de vacances ou des mots d'amour. Mais maintenant l'iPad tremblait et des gouttes d'eau tombaient sur l'écran. J'ai réalisé alors pour la première fois que je regardais l'écran en pleurant. Mais au moment où j'ai ouvert un tableur spécifique enregistré dans ce dossier, mes larmes ont séché instantanément, remplacées par une rage sombre et lourde, qui a commencé à bouillir doucement du plus profond de ma poitrine. C'était l'ampleur d'un complot écœurant que je ne pourrais jamais, au grand jamais, pardonner. Sur l'écran était affiché un tableur froidement intitulé « Chronologie du divorce ». Au moment où je l'ai ouvert d'un doigt tremblant, mes yeux se sont posés sur une liste stérile et impitoyable de points qui semblaient à peine écrites par un être humain. C'était un plan étape par étape, mois par mois, pour me coincer mentalement, me briser et finalement me jeter à la rue sans un sou. Mois 1. Couper la location ménagère, provoquer une anxiété financière chez Sarah pour lui ôter toute confiance. Mois 3. Commencer à crier pour des broutilles. Normaliser la violence psychologique pour que Sarah commence à se culpabiliser. Mois 5. Raconter de mauvaises histoires sur Sarah à maman. Faire en sorte que maman intensifie son harcèlement. Créer un environnement où Sarah a envie de s'enfuir. Cela se lisait comme un guide de stratégie stérile et de sang-froid pour un jeu vidéo. L'historique de l'auteur du document portait clairement le nom de Jessica. Je me suis soudain souvenu que Marc se vantait, avant notre mariage, que Jessica avait un diplôme en droit et était incroyablement intelligente en matière juridique. Elle utilisait ses connaissances pour détruire systématiquement ma vie. En faisant défiler plus bas, un plan encore plus horrible était exposé, me coupant le souffle. Mois 8. Opération de la hanche de maman, la faire sortir de l'hôpital pour l'appartement et imposer 100% des soins non rémunérés à Sarah. Mois 2. Au moment où Sarah atteint son point de rupture à cause de l'épuisement des soins, fabriquer des preuves qu'elle a une liaison et demander le divorce. Mois 12. Faire passer Sarah pour la coupable, la mettre à la porte avec $0 de pension alimentaire. Marc et Jessica se marient. En lisant
une colère intense que je n'avais jamais ressentie auparavant m'a envahi, j'avais l'impression que mon sang bouillait. Marc et Jessica ne prévoyaient pas seulement de me jeter comme un déchet. Ils avaient l'intention de m'exploiter comme une esclave pratique et non rémunérée pour gérer les soins médicaux onéreux de sa mère avant de me rejeter. Et ma belle-mère, qu'elle ait eu connaissance de ce plan spécifique ou non, avait intensifié son traitement. Froid envers moi, croyant pleinement aux mensonges de Marc. La découverte de ce dossier a soudainement rendu parfaitement logique tout le comportement étrange de Marc récemment. Comme cette nuit il y a 2 semaines où il m'a parlé d'une voix anormalement douce. « Sarah, merci beaucoup de toujours travailler si dur à la maison. Et, j'ai besoin que tu signes ce document pour les prestations d'assurance maladie familiale de mon entreprise. Peux-tu juste signer et dater ici ?» Disant cela, il m'a tendu une épaisse pile de documents, couverts d'un texte juridique dense. Normalement, je lui aurais être fait confiance et signé sans réfléchir. Cependant, en tant que successeur de l'entreprise de mon défunt père, mon avocat d'entreprise m'avait strictement averti de ne jamais signer négligemment des documents contenant du jargon juridique. Je suis désolé. Ça te dérange si je le lis un peu d'abord ? Au moment où j'ai dit cela, le sourire a disparu du visage de Marc, et je l'ai entendu pousser un grognement fort et frustré. Tu veux dire que tu ne me fais pas confiance ? Ne fais pas ta maligne alors que tu n'es qu'une femme au foyer. Laisse tomber. J'en ai besoin pour demain, alors tu ferais mieux de le signer. Il a arraché les papiers avec rage et s'est enfermé dans la chambre. Avec le recul, il était aveuglément évident que ces documents étaient une sorte de contrat contraignant destiné à m'imposer des conditions désavantageuses. Une sueur froide m'a parcouru l'échine en pensant à ce qui se serait passé si je l'avais signé aveuglément. J'ai même trouvé des fichiers audio de leur conversation sur la tablette. En appuyant timidement sur lecture, les rires de Marc et Jessica ont résonné dans le salon silencieux. Marc, c'est tellement drôle que ta femme croit encore que tu l'aimes. Elle n'est qu'une idiote naïve qui ne sait pas comment le monde fonctionne. Si j'agis juste un peu gentiment, elle remue la queue comme un chien. Heureux. C'est le pion parfait, une femme de ménage gratuite et une infirmière gratuite. C'est génial. Expulsons-la bientôt et faisons de cet appartement notre nouveau nid. On pourra aussi acheter de nouveaux meubles. En écoutant la conversation vulgaire et superficielle de 2 personnes qui se croyaient vraiment des génies, les larmes ont complètement disparu de mes yeux. À leur place, une résolution aussi froide que la glace s'est solidifiée dans ma poitrine. Je n'avais pas le temps d'être triste. Je ne suis pas une femme faible, qui pleure jusqu'à s'endormir et se fait jeter exactement comme ils l'ont prévu. J'ai sorti mon propre smartphone et j'ai commencé à prendre des photos de chaque chose, l'horaire, les fichiers audio, l'historique des messages. Par sécurité, j'ai transféré toutes les données sur mon propre serveur cloud sécurisé, les préservant comme des preuves indestructibles. Dans le salon, avec le bruit de la pluie qui résonnait doucement, j'ai travaillé méthodiquement, éclairé uniquement par la faible lumière de l'écran. À ce moment-là, je pense que je suis devenu comme une machine dépourvue de toute émotion. Après avoir sauvegardé chaque donnée, j'ai remis l'iPad dans son état exact précédent et je l'ai glissé doucement dans l'interstice entre les coussins du canapé. Le lendemain matin, Marc s'est réveillé en agissant de manière tout à fait normale, visiblement soulagé que sa tablette soit en sécurité. Quand il m'a adressé un sourire rafraîchissant et m'a dit « Je vais encore travailler dur. Pour nous aujourd'hui », j'ai souri doucement dans mon cœur. Tu penses me tromper, mais celui qui danse vraiment sur une corde raide, c'est toi. À partir de ce jour, mes préparatifs pour une contre-attaque ont commencé. J'ai contacté M. Harrison, un avocat brillant et perspicace qui avait travaillé pour ma famille depuis l'époque de mon père, et j'ai commencé à avoir des consultations secrètes avec lui. Et puis est arrivé aujourd'hui, notre premier anniversaire de mariage. La dernière entrée de ce tableur disait « Premier anniversaire, mentir sur le fait de travailler tard et célébrer avec Jessica, dans un hôtel de luxe. Laisser Sarah manger un misérable dîner froid toute seule. Ce sera le rituel de notre nouveau départ. » En ce moment, ils sont probablement ivres du doux vin de la victoire, croyant que ce plan progresse sans accroc. Mais il y a un fait qu'ils ignorent. J'ai déjà utilisé des ressources dépassant leurs imaginations les plus folles pour couper complètement chacune de leurs issues de secours. En regardant le solde bancaire sur la table, je me suis levé doucement et je me suis dirigé vers la porte du salon. L'emballage était terminé. Il ne restait que les finitions. J'ai sorti un morceau de papier spécifique de mon sac, un document rédigé avec mon avocat, et je l'ai placé en plein centre de la table. En regardant les mots impitoyables et froids écrits sur ce papier, j'ai imaginé le visage de Marc demain matin. Le simple fait de le visualiser a fait monter un rire silencieux du plus profond de ma poitrine, impossible à réprimer. L'horloge était sur le point de sonner 4 heures du matin. En regardant les quelques feuilles de papier posées sur la table silencieuse du salon, des
Document que j'avais rédigé avec M. Harrison et qui était d'une cruauté parfaite. J'ai repensé à la bataille solitaire de ces derniers mois. C'était le lendemain de la découverte de cette horrible chronologie du divorce. Sur l'EHPAD. J'ai menti à mon mari en disant que j'allais à une grande vente d'épicerie, j'ai pris le train pour le centre-ville, et je me suis rendu directement au cabinet d'avocat de M. Harrison. M. Harrison est un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux grisonnants et à l'expression généralement douce, mais en matière de travail, il possède un esprit acéré comme un rasoir, qui n'admet absolument aucun compromis. Assis sur le canapé en cuir moelleux de son bureau, j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et je lui ai tout montré. Monsieur Harrison, que dois-je faire? Je me sens si pathétique de lui avoir fait confiance, ai-je dit en baissant les yeux sur mes genoux. J'ai vu le regard doux disparaître du visage de Monsieur Harrison, remplacé par un profond froncement de sourcils. Sarah, vous avez fait un travail incroyable en endurant cela seul et en me l'apportant. Cela a dû être atroce, mais vous n'avez absolument pas à avoir honte. Ceux qui devraient avoir honte sont votre mari et sa maîtresse, qui ont profité de votre gentillesse pour comploter quelque chose d'aussi méprisable. Ce n'est pas seulement une infidélité. C'est une violence psychologique très malveillante. À ces paroles puissantes, la tension que j'avais retenue s'est relâchée, et j'ai fondu en larmes. Le fait que quelqu'un valide ma douleur m'a donné l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Après avoir pleuré et m'être calmé, M. Harrison m'a tendu un verre d'eau froide, et a commencé à exposer tranquillement notre stratégie. Même si l'autre partie est une femme qui connaît un peu le droit, nous n'avons rien à craindre. Les données qu'ils ont laissées sont des preuves parfaites qui prouvent non seulement leur liaison, mais aussi leur intention malveillante. Cependant, pour les empêcher complètement de s'en sortir, nous ferons appel à un détective privé, de confiance. Puis, ses yeux brillant vivement derrière ses lunettes, il a soulevé un autre fait crucial. Sarah, votre mari ne sait pas qui est le véritable propriétaire de l'appartement dans lequel vous vivez, n'est-ce pas? Oui. Je ne lui ai jamais dit que j'avais repris l'entreprise de mon père ou que l'appartement appartenait à ma société. Il croit fermement que nous payons un loyer par l'intermédiaire d'une société de gestion immobilière. C'était vrai. Le spacieux et magnifique appartement de luxe dans lequel nous vivions était en fait l'une des propriétés de ma société, Miller Property Management. Lorsque nous étions jeunes mariés, Marc avait fièrement ramené à la maison un contrat de location en disant « J'ai trouvé un super endroit près de la gare. Avec mon salaire, on peut tout juste se permettre le loyer, alors prenons-le. » J'avais hoché la tête, faisant semblant d'être impressionné tout en cachant mon choc. Je n'avais pas pu lui dire que c'était mon propre immeuble. J'ai donc fait jurer le secret absolu à la société de gestion, leur ordonnant de cacher mon identité de propriétaire à mon mari. Alors, ce sera rapide. A dit M. Harrison. Nous allons résilier le contrat de location sous votre autorité de propriétaire. Ils avaient l'intention de vous mettre à la porte et d'en faire leur nouvelle maison, mais celui qui sera jeté à la rue, ce sera lui. Pendant le mois qui a suivi, en attendant les rapports des enquêteurs privés, j'ai continué à jouer le rôle de l'épouse ignorante et obéissante. Même si mon cœur était agité par le mépris et la rage, chaque fois que Marc rentrait à la maison, je l'accueillais avec un sourire et je lui servais un repas chaud et fait maison. Marc a continué à me donner des ordres, me traitant comme une servante très pratique et peu exigeante. La nuit où j'ai reçu le rapport final de l'enquêteur, Marc est rentré de mauvaise humeur et m'a jeté sa veste de costume. Et, Sarah, il y a des plis bizarres sur cette veste. C'est parce que tu l'as jetée négligemment dans le placard, n'est-ce pas? Sérieusement, tu es une femme au foyer et tu ne peux même pas gérer correctement les vêtements, a-t-il craché. J'ai regardé tranquillement son visage. Quelques heures auparavant, j'étais assise dans le bureau de l'enquêteur en train de regarder des photos de lui entrant dans un hôtel avec Jessica, portant exactement cette veste. Je savais parfaitement que les plis ne venaient pas de la façon dont je l'avais suspendue, mais parce qu'elle avait été jetée négligemment sur le sol à côté d'un lit d'hôtel. Je suis vraiment désolé. Je la porterai au pressing demain, ai-je dit en baissant la tête avec une excuse exagérée. Marc a ricané. Jessica ne ferait jamais une erreur aussi stupide. Elle est impeccable au travail et si attentionnée. Tu devrais vraiment apprendre une ou deux choses d'elle. Jamais. Auparavant, l'homme qui se tenait devant moi n'avait semblé une créature aussi idiote et comique, évoquant lui-même le nom de sa maîtresse, la comparant à sa femme et se prélassant dans un faux sentiment de supériorité. Il n'avait aucune idée que chaque mot qu'il prononçait devenait la preuve même qui allait le pendre. Réprimant désespérément un rire froid, j'ai simplement répondu « Tu as raison. Je devrais apprendre d'elle. » À partir de ce jour, la moindre trace d'affection que j'avais pour lui a complètement disparu. Tout ce qui restait était un froid calcul mathématique,
pour m'assurer que je les pousserais au fond de la société. Et maintenant, j'ai placé une requête en divorce signée sur la table, à côté d'un avis officiel de quoi libération des lieux de ma société, rédigé dans les termes juridiques, intransigeants de M. Harrison. Il y avait des demandes d'expulsion immédiate, pour rupture de contrat, ainsi qu'un avertissement de dommages et intérêts financiers pour occupation illégale. À côté, j'ai étalé des copies des photos, explicites que l'enquêteur privé avait prises de leur rendez-vous à l'hôtel. N'importe qui avec un demi-cerveau, en regardant cela, comprendrait instantanément qu'ils étaient complètement encerclés, sans aucune issue. J'ai attrapé la poignée de ma valise et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je me suis retourné une dernière fois et j'ai inspecté la pièce dans laquelle j'avais vécu pendant 1 an. Je n'avais plus le moindre attachement pour cet endroit. J'ai ouvert la porte doucement et je suis sorti dans l'air glacial. D'avant l'aube, le déclic de la serrure qui se fermait a semblé être le coup de pistolet de départ pour ma nouvelle vie. Au moment où je me suis glissé à l'arrière de l'Uber Pré, arrangé qui attendait devant l'immeuble, mon smartphone a vibré brièvement. C'était un message de l'enquêteur qui surveillait l'hôtel. La cible vient de quitter l'hôtel. Il devrait se diriger vers votre emplacement, sous peu. En pièce jointe, il y avait une photo de mon mari, totalement inconscient, avec un sourire énorme et arrogant sur le visage. Il ne lui restait que quelques dizaines de minutes avant de réaliser que sa vie était finie. En regardant le paysage urbain défiler par la fenêtre, j'ai poussé un lent et profond soupir. La ligne d'horizon de Chicago, à l'aube, défilait silencieusement par la fenêtre. Roulant dans la voiture à travers les rues matinales, encore presque désertes, j'ai fermé les yeux et j'ai inspiré profondément. La tension étouffante de l'emballage dans l'appartement avait disparu. En m'adossant au siège, j'ai ressenti une incroyable sensation de libération, comme si un énorme poids de plomb avait enfin été enlevé de mes épaules. Mon mari Marc, sa maîtresse Jessica et ma belle-mère Barbara, qui n'a jamais cessé de me mépriser, comme une bonne à tout faire glorifier. Même les imaginer trinquant à l'heure victoire en ce moment ne provoquait pas la moindre ondulation dans mon cœur. C'était le calme plat. J'avais acquis ce sang-froid impitoyable et glacial il y a exactement 2 semaines. Cet après-midi-là, assise sur les lourdes chaises en acajou du cabinet d'avocat de M. Harrison, on m'a montré les profondeurs insondables de la malveillance humaine. Il y a 2 semaines, ce jour-là, une pluie froide tombait. C'était quelques jours après que j'ai remis les données de la chronologie du divorce et les preuves de la liaison. Sarah, vous avez incroyablement bien fait de rester calme et de m'apporter ces données. Cependant, la situation est bien plus grave et malveillante que nous ne l'avions initialement imaginé. Monsieur Harrison, habituellement d'un naturel doux, a plissé les yeux derrière ses lunettes et a parlé d'un ton sombre. Sur le bureau était posé un épais rapport d'enquête, et à côté, une copie d'un document très familier. C'étaient les documents anormaux que Marc avait tenté de me faire signer et authentifier, prétendant que c'était pour l'assurance maladie familiale de son entreprise. Monsieur Harrison, ce sont ces papiers. Oui, Sarah, c'est le document que votre mari a tenté de vous faire signer. Cela n'a absolument rien à voir avec les RH ou l'assurance. M. Harrison a montré une section du texte. Sa voix était stable mais dure. Il s'agit d'un accord de cautionnement pour une dette de 300 000 $. Au moment où j'ai entendu ces mots, j'ai douté de mes propres oreilles. 300 000. Pourquoi Marc, un simple directeur d'entreprise, tenterait-il d'emprunter une somme aussi absurde? Alors que j'étais assise là, sans voix, M. Harrison a tourné à la page suivante. Il y a 2 raisons pour lesquelles votre mari avait besoin de cette somme énorme. La première est une montagne de dettes accumulées par votre belle-mère, Barbara. Ma belle-mère a des dettes, mais elle est tellement obsédée par l'économie et me fait constamment la morale sur l'argent, ai-je demandé, complètement incrédule. Barbara était la femme qui me sermonnait constamment sur le fait que le travail d'une femme au foyer était de réduire les coûts jusqu'au dernier centime et de ne pas gaspiller le salaire durement gagné de Marc. Mais la vérité révélée par M. Harrison était exactement le contraire et comiquement stupide. Barbara a secrètement acheté des sacs de créateurs haut de gamme, des bijoux et des vêtements de luxe pour se pavaner devant les femmes de son quartier et de son country club, cachant tout cela à son mari et à ses parents. En conséquence, elle a accumulé environ 50 000 $ de dettes sur plusieurs cartes de crédit et prêts sur salaire. 50 000 $? Oui. Et quand elle s'est retrouvée dans une impasse avec les remboursements, elle a couru en pleurant vers son fils aîné, Marc, le suppliant de régler son gâchis. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ma belle-mère essayait de faire en sorte que son fils nettoie ses arrières pour ses propres dépenses inconsidérées, tout en se pavanant et en me faisant la morale sur le fait d'être une bonne épouse économe. Mais Marc lui-même n'avait pas les économies pour la renflouer, car ses propres comptes en banque étaient déjà vidés par ses séjours dans des hôtels de luxe et ses cadeaux coûteux pour sa maîtresse, Jessica. Les mots de messieurs Harrison étaient cliniques, mais ils m'ont transpercé le cœur.
C'est alors que Jessica a proposé un plan à votre mari. Ce plan, c'est ce prêt de 300 000 $. Jessica a planifié ça? Oui, nous avons également fait une vérification des antécédents de Jessica. Elle joue le rôle d'une femme de carrière glamour, mais elle a un passé de problèmes financiers et a failli déclarer faillite. Elle cache également d'énormes dettes de jeux et de fêtes haut de gamme. Le tic-tac du grand-père horloge dans le bureau sonnait sinistrement dans le silence. En d'autres termes, Jessica n'aime pas Mark. Elle le manipule avec des mots doux, pour qu'il rembourse ses dettes et prévoit d'utiliser l'argent restant comme acompte pour un nouvel appartement pour eux. Mark n'est rien de plus qu'un clown, pathétique complètement utilisé par elle. Alors pourquoi essaierait-il de me faire cautionner? J'ai commencé à demander, puis j'ai compris. Vous avez compris, Sarah. Votre mari vous méprise. En tant que femme au foyer sans le sou, mais toute institution financière, effectuant une vérification approfondie des antécédents découvrirait rapidement que vous avez hérité d'une société immobilière très rentable de votre défunt père. Monsieur Harrison baissa les yeux sur son thé qui refroidissait. Ils ne connaissent pas les détails exacts de votre société, mais ils avaient l'intention de vous utiliser, vous, l'épouse pratique, comme filet de sécurité, ultime pour toutes leurs dettes. Ils prévoient de vous coincer mentalement, de vous priver de votre capacité à prendre des décisions rationnelles et de vous forcer à signer cela. Dès que le prêt serait approuvé, ils fabriqueraient une liaison pour vous mettre à la porte sans rien. C'était le véritable objectif du tableur que vous avez trouvé sur cet iPad. Ce n'était pas une simple liaison. C'était un acte incroyablement cruel et calculé, destiné à détruire complètement ma vie à la racine et à m'utiliser comme sacrifice pour leur cupidité. Quand j'ai compris toute la vérité, l'émotion de la tristesse a complètement disparu. Ce qui a surgi à sa place n'était pas une rage ardente. C'était une résolution glaciale, tranchante comme un rasoir, que je ne leur pardonnerai jamais. Au cours de l'année écoulée, j'avais préparé le déjeuner de Mark chaque jour, repassé ses costumes, enduré les remarques sarcastiques de Barbara et me suis consacré à croire en notre lien familial. Ils n'ont pas seulement piétiné mon modeste amour et mes efforts. Ils ont essayé de m'utiliser comme un bouclier humain pour leurs dettes. Sarah, à la voix douce de Monsieur Harrison, ma tête s'est redressée. Puisque leur malice est si profonde et si laide, nous n'avons absolument pas besoin de leur montrer la moindre pitié. Nous allons bloquer complètement et entièrement, légalement chacune de leurs issues de secours. Nous allons les forcer à marcher, directement dans le piège même qu'ils vous ont tendu et le laisser se refermer sur eux. J'ai profondément hoché la tête à ces mots. La vieille Sarah, qui essayait toujours d'être la bonne épouse, était morte. À partir de maintenant, c'était une guerre pour protéger ma propre vie et ma dignité. Monsieur Harrison, que devons-nous faire pour nous assurer qu'ils ne s'en remettront jamais? À ma question, Monsieur Harrison a sorti une épaisse enveloppe de sa mallette. D'abord, nous devons frapper au moment exact où votre mari se sent le plus en sécurité, au moment où il est sous l'illusion qu'il a complètement gagné. Pour ce faire, j'ai besoin que vous jouiez l'épouse obéissante encore un peu plus longtemps. En me souvenant des mots de Monsieur Harrison ce jour-là, j'ai lentement ouvert les yeux sur la banquette arrière de l'Uber. Exactement comme il l'avait dit, j'ai joué la femme parfaite, ignorante et stupide jusqu'à hier, notre anniversaire. Plus précisément, le dîner que j'ai préparé hier soir, juste avant qu'il ne sorte, était mon dernier repas pour lui. En me souvenant de l'arrogance comique et des faux sourires de Mark hier soir, un rire froid me monte encore à la gorge. Il avait mangé cette nourriture si triomphalement, sans le moindre doute, sur son destin imminent. J'ai repensé aux événements de la nuit dernière avec le calme détaché de quelqu'un qui regarde un très vieux film. Appuyant légèrement ma tête contre la vitre froide de la voiture, je me suis souvenu de la nuit dernière, la veille, de ce qui devait être notre premier anniversaire de mariage. Pour jouer parfaitement l'épouse obéissante, Monsieur Harrison et moi avions conçu un plan. J'ai préparé un dîner légèrement plus somptueux que d'habitude et j'ai attendu que mon mari rentre à la maison. Juste après 20 heures, la porte d'entrée s'est ouverte et Mark est entré dans le salon d'un pas léger. Je suis à la maison, Sarah. Mon Dieu, je suis épuisé. Aujourd'hui. Debout devant moi, son costume dégageait le parfum faible et doux d'un parfum floral. Le parfum de cette femme, Jessica. L'ancienne moi aurait remarqué ce parfum et aurait senti sa poitrine se serrer, écrasée par l'anxiété. Mais pour la moi qui connaissait toute la vérité, ce parfum bon marché n'était à rien d'autre qu'une odeur nauséabonde, prouvant à quel point il était superficiel et idiot. Bon retour à la maison, chérie. Tu as travaillé si dur. Dissimulant parfaitement mon mépris, je l'ai accueilli avec un sourire doux et fabriqué, et j'ai versé une bière fraîche dans son verre. Mark a desserré sa cravate, s'est assis à table et a commencé à manger avidement les côtelettes et les asperges rôties que j'avais préparées. Oui, c'est plutôt bon. Ça doit être agréable d'être une femme au foyer et d'avoir toute la journée pour prendre son temps pour cuisiner. Des mots destinés à me rabaisser ne sonnaient plus que comme un bruit de fond.
Après avoir mangé de bonne humeur, pendant un moment, Marc a soudainement pris un air délibérément triste, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose. Oh, c'est vrai, Sarah. Je suis vraiment désolé, mais un problème énorme est survenu avec un client pour demain, notre anniversaire. Je ne peux absolument pas m'en sortir. Je devrais même passer la nuit au bureau. J'ai arrêté ma fourchette et j'ai affiché l'expression choquée et dévastée que j'avais pratiquée. Quoi? Mais nous avions une réservation dans ce restaurant du centre-ville. Tu ne peux vraiment pas y aller? En voyant ma réaction, je n'ai pas manqué l'éclat de joie tordu, qui a traversé ses yeux une fraction de seconde. Il se prélassait dans un complexe de supériorité, satisfaisant son besoin de contrôle en me rendant triste. Je suis désolé. Je veux y aller aussi, mais je suis le chef de projet. Je ne peux pas simplement me défiler. Je travaille si dur pour notre famille, alors s'il te plaît, comprends. C'était exactement comme écrit sur la feuille de calcul. Mentir sur le fait de travailler tard et célébrer avec Jessica dans un hôtel de luxe. Il croyait vraiment que son grand plan se déroulait parfaitement selon son scénario. Je comprends que c'est du travail. On ne peut rien y faire. S'il te plaît, ne te surmène pas. Quand j'ai hoché la tête doucement, Marc a semblé soulagé, puis a esquissé un mince sourire qui se moquait de moi du plus profond de son cœur. Merci. Tu es toujours si compréhensive. Ça aide vraiment. À ce moment-là, son téléphone a sonné sur la table. L'écran affichait « Maman ». Marc a fait une grimace légèrement agacée, mais a répondu « Allô, maman. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je dois travailler pour notre anniversaire. C'est fou. » Non, Sarah ne se plaint pas. La voix de ma belle-mère qui s'échappait du récepteur montrait qu'elle avait complètement cru au mensonge de son fils et qu'elle était tout à fait prête à m'attaquer. Marc m'a jeté un coup d'œil et a délibérément mis le téléphone sur haut-parleur. C'est bon. Elle comprend, a-t-il dit. Bien sûr qu'elle comprend. Un homme se bat pour sa famille. Une femme qui se plaint pour un stupide anniversaire est une ratée. Sarah, tu m'écoutes? Si tu es la femme de Marc, tu dois respecter davantage ton mari et te concentrer sur l'économie d'argent. Je ne tolérerai absolument aucune dépense inutile. Il était presque impossible de croire que ces mots venaient d'une femme qui avait 50 000 $ de dettes et qui essayait de les faire porter à son fils. Il m'a fallu tout mon sang-froid pour ne pas éclater de rire devant un narcissisme aussi comique. Oui, Barbara, je m'en souviendrai, ai-je répondu, humblement. Ma belle-mère a reniflé de satisfaction et a raccroché. Après l'appel, Marc a fini sa bière et a nonchalamment abordé la vraie raison de son excitation, en faisant comme si ce n'était qu'une conversation anodine. Oh, Sarah, as-tu regardé ces formulaires d'assurance maladie familiale que je t'ai donnés? Je dois les soumettre au RH la semaine prochaine, alors. Pourrais-tu les signer et les faire authentifier? Ce document diabolique, destiné à me faire cautionner un prêt de 300 000 $. Marc ne doutait pas un instant que je le signerais aveuglément. J'ai pris un air troublé. Je suis vraiment désolé. Je ne trouve pas où j'ai mis mon sceau de notaire. Pendant que tu seras au travail demain, je vais fouiller le placard et le trouver. Je te promets de te le donner la semaine prochaine. Au moment où il a entendu cela, une panique et une irritation flagrante ont traversé son visage. Je pouvais le voir essayer désespérément de réprimer un soupir agacé parce que son plan était légèrement retardé, n'est-ce pas? Eh bien, je suppose qu'on ne peut rien y faire. Tu dois absolument l'avoir pour la semaine prochaine, sinon nous n'aurons pas les avantages. Oui, je sais. J'ai hoché la tête avec un grand sourire. Cet homme essayait d'utiliser sa propre femme comme un agneau sacrificiel pour une dette de 300 000 $ afin de pouvoir commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. En ruminant cette froide réalité, je l'ai regardé droit dans les yeux. La seule raison pour laquelle j'étais aussi obéissante était dans un seul but. M'assurer qu'il franchirait cette porte demain matin dans la meilleure humeur possible, sans le moindre soupçon. Dès qu'il serait parti, l'appartement se transformerait de mon sanctuaire en un échafaud conçu pour l'anéantir socialement. Et puis l'aube se leva. Ce matin, Marc a préparé un grand sac de sport et a passé un temps inhabituellement long à se coiffer dans la salle de bain. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi excité un samedi matin, alors qu'il dormait habituellement jusqu'à midi. Bon, je pars. Je serai de retour demain matin. En enfilant ses chaussures dans l'entrée, il se tourna vers moi, avec un sourire éclatant et rafraîchissant. Dans sa tête, il allait passer une douce nuit avec Jessica aujourd'hui, me faire signer les papiers du prêt la semaine prochaine et mettre sa femme agaçante à la porte quelques mois plus tard. Un avenir rose et parfait était pratiquement garanti dans sa tête. Bonne journée au travail. Fais attention, ai-je dit, en lui adressant un beau sourire et un signe de la main pour le raccompagner. La lourde porte d'entrée se referma avec un bruit sec. Je suis resté parfaitement immobile,
écoutant attentivement ses pas s'éloigner dans le couloir. Au moment où j'ai entendu les portes de l'ascenseur se refermer, et l'emporter vers le hall, le masque de la bonne épouse que j'avais porté pendant un an s'est brisé et est tombé. J'ai lentement levé la tête et j'ai regardé l'entrée vide avec des yeux glaciaux. Il n'était plus nécessaire de simuler un sourire. Personne ne pouvait se moquer de moi et personne ne pouvait me donner d'ordre. Je reprenais ma vie en main. Prenant une profonde inspiration, je suis entré dans le salon. L'horloge venait de passer 8 heures du matin. J'avais environ 24 heures jusqu'au retour de Marc demain matin. Pendant ce temps, je devais effacer toute trace de moi de cet appartement et achever le piège qui le ferait plonger dans les profondeurs de l'enfer dès qu'il franchirait la porte. J'ai retroussé mes manches et j'ai ouvert les boîtes en carton aplati que j'avais cachées dans un coin du salon. Il était temps que la contre-attaque commence. À 8 heures du matin, la porte d'entrée s'est fermée et la serrure a cliqué. Les pas de Marc se sont estompés et le bourdonnement sourd de l'ascenseur a résonné. Je suis resté figé à la porte, écoutant jusqu'à ce que sa présence ait complètement disparu. À ce moment-là, le fil invisible de tension qui m'avait fait jouer le rôle de l'épouse pendant un an s'est rompu. Aujourd'hui, jour de notre premier anniversaire, était le jour où j'ai complètement effacé l'existence de Sarah de cette maison. Debout seul dans le salon silencieux, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à assembler les boîtes. D'abord, je suis allé dans la chambre principale et j'ai ouvert le placard. Mes vêtements importants, mes sacs de créateur et mes documents de travail avaient déjà été envoyés à la maison de ma famille, pièce par pièce. Il ne restait que quelques vêtements décontractés pour quelques jours. Je les ai jetés négligemment dans ma valise, laissant la moitié droite du placard ressembler à un trou béant. Seuls les costumes et les chemises de Marc y étaient suspendus, l'air pathétique dans la lumière du matin. C'était comme une prémonition de l'avenir solitaire et misérable qui attendait leur propriétaire. Ensuite, la salle de bain principale. Du porte-brosse à dents en verre que nous utilisions ensemble, j'ai sorti ma brosse à dents rouge et je l'ai jetée à la poubelle. Mes produits de soins de la peau et mes élastiques à cheveux cachés, derrière le miroir sont tous allés dans un sac poubelle noir. Seule sa brosse à dents bleues et son eau de Cologne pour homme y sont restés, complètement isolés. De retour dans le salon, j'ai décroché notre photo de mariage encadrée du mur. Moi, souriante dans une robe d'un blanc pur, et Marc, me serrant contre lui avec un regard doux. À l'époque, je croyais vraiment qu'il me protégerait pour toujours et que nous construirions une famille chaleureuse. Mais maintenant, cette photo n'était rien de plus qu'une preuve d'escroquerie. J'ai ouvert l'arrière du cadre, j'ai sorti la photo, et, sans une seconde d'hésitation, je l'ai déchirée en deux. Déchirure. Le son sec et aigu a résonné dans la pièce, silencieuse. Sur la photo déchirée, le faux sourire de Marc semblait écœuramment déformé. L'après-midi, j'ai commencé à nettoyer l'appartement de fond en comble. J'ai ciré les parquets, poli les fenêtres et dégraissé la hotte de la cuisine. C'était profondément ironique, puisque cet immeuble appartenait à ma société, Miller Property Management. C'était en gros le propriétaire qui faisait lui-même le ménage de déménagement. En nettoyant, j'ai trouvé une paire de montres, assorties bon marché que Marc nous avait achetées il y a un an, enfouies au fond d'un tiroir. Un jour, je t'achèterai une montre bien meilleure. Supporte celle-ci en attendant. Je me suis souvenu de son sourire timide ce jour-là. Et pendant une fraction de seconde, une petite pointe de douleur m'a frappé la poitrine. Mais la douleur s'est instantanément dissoute en glace, car je savais, grâce au rapport du détective, que l'homme qui avait dit cela achetait actuellement à sa maîtresse des colliers et des montres de créateur à 1000 $. J'ai jeté les montres directement à la poubelle. Pas le moindre attachement à ces souvenirs passés ne subsistait en moi. Le soir approchant et le ciel s'assombrissant, je me suis tenu dans la cuisine, et j'ai sorti du réfrigérateur les ingrédients coûteux de l'entrecôte de premier choix et des côtelettes. Pourquoi se donner la peine de cuisiner un repas copieux alors que j'étais sur le point de partir pour toujours? Parce que c'était un accessoire de scène cruelle. Il était conçu pour faire halluciner Marc, dès qu'il entrerait, lui faisant croire que sa femme dévouée lui avait préparé un dîner d'anniversaire et l'avait attendu. Le steak coûteux grésilait bruyamment dans la poêle. Sur le brûleur adjas, un riche ragoût de côtelettes, au vin rouge mijotait. L'arôme appétissant qui emplissait la pièce était l'image exacte du foyer chaleureux dont nous avions autrefois rêvé. Je me suis souvenu comment Marc mangeait ma nourriture avec un grand sourire, quand nous étions jeunes mariés. Mais derrière ce sourire, il riait, disant que ma nourriture était fade et que celle de Jessica était meilleure. Avec une expression vide, j'ai éteint le feu et j'ai dressé la nourriture magnifiquement sur notre plus belle porcelaine. À 20 h, un somptueux dîner de premier anniversaire était servi sur la table de la salle à manger. Une scène parfaite d'une femme impeccable attendant courageusement son mari, mais personne n'était assis sur ses chaises. Debout, dans un coin de la cuisine, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vérifié le profil de Marc.
En actualisant l'écran, j'ai vu la photo et la légende postée quelques minutes auparavant. Les coupes de champagne s'entrechoquant à l'hôtel de luxe et la légende qui a éteint la dernière once d'empathie que j'avais, j'ai menti. En disant que je devais travailler pour notre anniversaire. Boire du champagne avec Jessica vaut mieux que la cuisine maison de ma femme, n'importe quel jour. Je parie qu'elle est à la maison en train de pleurer en ce moment. MDR. Au moment où j'ai vu ça, je ne me suis pas mise en colère. J'étais tellement stupéfaite que j'ai éclaté de rire. Mon rire sec a résonné dans le salon vide. Il croyait sincèrement que j'étais assise dans cet appartement froid, pleurant, toutes les larmes de mon corps, à l'attendre. Il se prélassait dans sa supériorité, imaginant une femme pathétique qu'il aimait trop. L'horloge a passé minuit, la pièce est tombée dans le silence, et la nourriture, sur la table était complètement froide, la graisse blanche coagulant à la surface. J'ai posé ma valise près de la porte d'entrée et j'ai commencé ma dernière tâche de minuit. En plein centre de la table de la salle à manger, entre les assiettes de nourriture glaciale, j'ai disposé les documents, magnifiquement. D'abord, les papiers du divorce, entièrement signés et datés par moi. Ensuite, une copie de l'accord de cautionnement de $300 000 qu'il a essayé de me faire signer. J'ai pris un marqueur rouge et j'ai écrit « Annuel » en lettres énormes dessus. Puis, les photos graphiques indéniables que le détective avait prises de Mark et Jessica entrant à l'hôtel. Et enfin, la seule chose qui allait instantanément briser l'ego fragile qu'il avait construit toute sa vie. L'avis de résiliation de bail et l'ordre d'expulsion de Miller Property Management. Dans la section réservée au nom du propriétaire, on pouvait lire clairement « Sarah Miller, PDG ». À côté, j'ai placé une capture d'écran imprimée du compte bancaire de l'entreprise Miller Property Management. Avec cela, il réaliserait que son complot pour me refiler une dette de $300 000 et son plan pour voler cet appartement avait dansé dans la paume de ma main tout ce temps. Enfin, j'ai placé une enveloppe adressée à Barbara. À l'intérieur se trouvait une copie de son historique de dette de $50 000 et une lettre de mise en demeure de M. Harrison indiquant qu'en raison du divorce, nous refuserions toute aide financière à son égard. En guise de touche finale, j'ai pris une photo de cette réalité brutale exposée sur la table. J'ai ouvert le groupe de discussion contenant toute la famille élargie de Mark et j'ai fait planer mon doigt sur le bouton « Envoyer ». Il était près de 2 heures du matin. Mes préparatifs étaient presque terminés. Mais juste au moment où j'allais partir, ma main sur la poignée de la porte d'entrée, mon téléphone s'est mis à vibrer violemment avec un appel inattendu. En regardant le nom qui brillait dans le couloir sombre, j'ai retenu mon souffle. Où est Mark ? As-tu déjà signé les papiers du prêt ? La voix, paniquée et stridente de ma belle-mère résonnait de mon téléphone dans l'entrée, noire comme du jet à 2 heures du matin. J'ai regardé l'écran lentement. Elle savait. Elle était au courant de tout son plan. La toute dernière goutte de sympathie que j'avais s'est évaporée, remplacée par une joie glaciale et glaçante qui s'est répandue en moi. J'ai fait l'innocente encore un instant. Mais dans quelques minutes à peine, je la plongerai dans l'abîme. Quand j'ai vu Barbara à l'écran, j'ai d'abord pensé que la liaison de Mark avait été découverte et avait provoqué une scène. Mais au moment où j'ai répondu, la seule chose qui m'a percé le tympan a été le cri hideux d'une vieille femme qui ne se souciait que de sauver sa propre peau. Allô, Barbara. Que se passe-t-il, à cette heure ? Ai-je répondu d'une voix calme et endormie. Elle n'a même pas essayé de cacher son irritation en me répondant sèchement. Ne me demande pas ce qui se passe. J'ai appelé Mark une 12aine de fois, et ça tombe toujours sur la messagerie vocale. Il a promis qu'il aurait les $50 000 prêts pour demain matin. À quoi joue-t-il ? En entendant cela, les dernières pièces du puzzle se sont assemblées. La date limite pour l'énorme dette de Barbara était demain. Si la dette qu'elle avait secrètement accumulée dans le dos de son mari était découverte, son mari strict et obsédé par son image la jetterait sans aucun doute à la rue. $50 000. Barbara, de quoi parles-tu ? Mark est au bureau. Il a eu une crise énorme et a dû y passer la nuit. Quand j'ai fait l'innocente, elle a claqué la langue, c'est vraie couleur arrogante complètement exposée. Es-tu vraiment aussi naïve ? Appelle Mark tout de suite. Il m'a dit qu'une femme lente et stupide comme toi signerait facilement les papiers pour un prêt de $300 000 s'il mentait juste en disant que c'était pour une assurance familiale. Sa voix hideuse a résonné dans le couloir sombre. J'ai fermé les yeux doucement. Ma belle-mère n'était pas seulement au courant du plan de Mark de faire de moi un agneau sacrificiel pour un prêt. Elle a activement participé à sa fraude juste pour effacer sa propre dette, attendant avec impatience que je sois escroqué. Tu n'es qu'une femme au foyer qui vit du salaire de Mark tous les jours. Quand le moment viendra, il est évident que tu devrais être le sacrifice pour la famille. Dépêche-toi, fais signer ce papier et prépare l'argent. La dépravation sans fond d'un être humain qui essaie de refiler sa propre dette de shopping à sa belle-fille ignorante et qui tente de le justifier avec le beau mot « famille ».
Je me suis senti incroyablement idiote d'avoir jamais appelé cette femme, maman, d'avoir cuisiné pour elle et d'avoir désespérément essayé de gagner son approbation. Barbara. Le ton de ma voix a baissé d'une octave. La belle fille obéissante avait entièrement disparu. Comment ça? Appeler Marc? Marc n'est pas au bureau. Il est actuellement en train de boire du champagne dans une suite d'hôtel de luxe avec une femme de son bureau nommée Jessica. C'est pour ça que son téléphone est éteint. Quoi? Une maîtresse? Un hôtel? Tu as perdu la tête? Je pouvais l'entendre suffoquer au téléphone. J'ai souri d'un sourire froid et j'ai parlé lentement et clairement. Je ne signerai absolument pas ce document de prêt. J'ai déjà consulté mes avocats. Votre mari va découvrir votre dette de 50 000 $ demain. Veuillez assumer la responsabilité de vos propres actions. Au revoir. Attends une minute. Sarah, tu as la moindre idée de ce que tu dis? J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel et j'ai immédiatement bloqué son numéro. En glissant le téléphone dans mon sac, j'ai senti la malédiction invisible de leur famille disparaître complètement. Personne ne pouvait plus m'enchaîner. J'étais libre. J'ai laissé la valise à la porte et je suis retourné dans le salon une dernière fois. Il me restait une chose à faire. Je devais dépouiller cet appartement de toute sa chaleur et de ses signes de vie, le transformant en une coquille littéralement vide. D'abord, j'ai attrapé le thermostat et j'ai coupé le chauffage, la ventilation et la climatisation. Le bourdonnement de l'air chaud s'est arrêté instantanément. L'air glacial de la nuit a commencé à voler lentement la chaleur de la pièce. Ensuite, j'ai débranché toutes les lampes d'ambiance. La lueur orange et chaude de la lampe que nous avions achetée pour notre lune de miel a disparu, laissant la pièce rude et exposée. J'ai débranché le réfrigérateur, les purificateurs d'air, coupant le courant de tout, un par un. Finalement, je me suis tenu devant la grande horloge murale. Le tic-tac rythmique était le symbole du temps que nous avions passé ensemble en famille. Dans cette pièce. J'ai tendu la main, je l'ai décroché du mur et j'ai retiré les piles. À ce moment-là, tout son a disparu de l'appartement. Un silence si absolu qu'il m'a fait teinter les oreilles. L'atmosphère chaleureuse d'une maison, où une femme préparait le dîner et attendait que quelqu'un rentre n'était plus nulle part. Tout ce qui restait était un espace glacial entouré de cloisons, sèches stériles, une véritable coquille vide dépourvue d'âme. Demain matin, Marc ouvrira cette porte. Il dira « Je suis à la maison », d'une voix triomphante, croyant pleinement que sa femme, les yeux rouges et en larmes, l'accueillera dans un appartement chaleureux. Il entrera, convaincu que ses mensonges ont parfaitement fonctionné et que je suis maintenant son esclave de la dette. Mais ce qui l'accueillera, c'est un air glacial et un silence de mort, accablant. Je me suis souvenu de quelque chose que mon père disait. Sarah, les gens, vraiment forts ne crient pas, ne s'emportent pas de colère, ou ne hurlent pas sur leurs adversaires. Ils présentent tranquillement les faits et s'en vont si loin que la personne ne peut plus jamais les atteindre. C'est la vengeance ultime. En ce moment, je comprenais douloureusement le sens des mots de mon père. Crier, pleurer, frapper la poitrine de son mari en exigeant « Comment as-tu pu me tromper ?» Cela ne prouve que vous avez encore des attentes et de l'amour pour eux. Je n'avais absolument aucun amour, aucune attente, ni même aucune colère pour Marc. Il était simplement devenu un caillou au bord de la route, complètement sans importance pour ma vie. Debout devant la table de la salle à manger, j'ai regardé les documents qui brillaient en blanc dans le noir. Les papiers du divorce, l'accord de prêt nul, les photos explicites, l'avis d'expulsion. Cela seul suffisait à lui faire comprendre que sa vie était complètement finie. Mais j'avais l'intention de lui porter un dernier coup fatal. Peu importe la quantité de preuves ou de paperasse légale que je lui mettais sous le nez, ce n'était que des faits juridiques. Ce qu'il craignait le plus, c'était d'être sincèrement méprisé et jeté comme un déchet par la femme même qu'il méprisait et qu'il pensait contrôler complètement. J'ai pris un stylo-plume et une feuille de papier à lettres immaculées de mon sac. En posant le papier sur le bord de la table, j'ai laissé la plume glisser dans la pièce silencieuse. Le son crissant de la plume a résonné dans le noir. Je savais déjà exactement ce que j'allais écrire. Pas de mots de ressentiment, pas d'expression de chagrin, et certainement pas de malédiction remplie de colère. Juste quelques courtes phrases conçues pour briser sa fierté fragile en deux et lui faire goûter une misère dont il ne pourrait jamais se remettre. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai placé la lettre en plein centre de la table, l'endroit le plus visible. Ce serait la toute dernière chose que Marc lirait au milieu de la scène laissée pour lui. C'était la condamnation à mort de sa vie, telle qu'il la connaissait. Sans la moindre hésitation, je me suis dirigé vers la porte et j'ai attrapé ma valise. Quand il lira ça, je me demande quel genre de cri il poussera. En plein milieu de la table, entre le steak froid et le ragoût, se trouvait la lettre blanche et impeccable. J'ai écrit seulement les faits froids et durs,
dénué de toute émotion. Marc, joyeux premier anniversaire. Je suis sûr que le champagne que tu as bu, avec Jessica dans la suite de luxe surplombant la ville était délicieux. Veuillez examiner les documents sur la table. Je sais tout du prêt de 300 000 $. Que tu as essayé de me faire endosser et de la dette de 50 000 $ de ta mère. J'ai beaucoup apprécié la lecture du tableur chronologie du divorce sur votre Google Drive partagé. Les papiers du divorce sont déjà signés et datés par moi. Toutes les preuves de ton infidélité ont été remises à mes avocats. Toi et Jessica seraient bientôt officiellement poursuivis en justice pour dommages et intérêts. De plus, concernant cet appartement que tu as si fièrement loué, cet immeuble appartient à Miller Property Management, la société de mon défunt père. Je suis la PDG de cette société. En vertu de mon autorité de propriétaire, ton bail a été résilié. À compter d'aujourd'hui, tu es un occupant sans titre, alors, fais tes valises et quitte les lieux immédiatement. P.S. J'ai apprécié de lire ton compte Instagram secret tous les jours. Je me demande qui de nous deux pleure en ce moment. Ne te montre plus jamais devant moi. Au revoir. J'ai plié la lettre en deux, j'ai écrit à Marc sur le devant et je l'ai posé doucement sur les papiers du divorce. Mon travail ici était entièrement terminé. Je me suis levé lentement, j'ai tiré ma valise et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai regardé une dernière fois l'appartement silencieux. Le courant était coupé. L'horloge était arrêtée. Il ne restait pas un seul fragment de l'illusion d'une famille dans cet espace. J'ai ouvert doucement la porte et je suis sorti. Le vent glacial d'avant l'aube a doucement caressé mes joues chaudes. Clac. La lourde porte métallique s'est refermée. J'ai mis ma clé dans la serrure, je l'ai tournée avec un clic sonore et j'ai verrouillé le pen dormant. Puis j'ai laissé tomber la clé dans la fente de la boîte aux lettres à côté de la porte. Le petit cliquetis du métal heurtant le métal a signalé que le premier acte de ma vie de 30 ans en tant que Sarah Miller était officiellement terminé. En montant dans l'Uber qui attendait devant, le chauffeur est parti doucement. En regardant par la fenêtre, le ciel oriental passait d'un violet sombre et contusionné à un orange vibrant. La ville de Chicago était sur le point d'accueillir un nouveau jour. Au cours de l'année écoulée, j'avais vécu dans un coin de cette ville, en retenant mon souffle, en marchant sur des œufs à cause des humeurs de mon mari et en endurant les insultes de ma belle-mère, croyant que si je tenais bon, nous construirions une famille chaleureuse. Mais, ce que je devais vraiment protéger, ce n'était pas une famille construite sur des mensonges, c'était ma propre dignité. Plissant les yeux face au soleil levant, j'ai souri d'un sourire sincère et naturel pour la première fois depuis des mois. Le nœud lourd comme du plomb au fond de ma poitrine avait disparu, et j'ai senti un air frais et pur remplir chaque recoin de mes poumons. Ma nouvelle vie commence maintenant. Dans la suite de luxe d'un hôtel du centre-ville, Marc s'est réveillé lentement, au soleil matinal éclatant qui filtrait à travers les épais rideaux occultants. Sur le lit blanc et moelleux à côté de lui, Jessica, fraîchement sortie de la douche et vêtue d'un peignoir, sirotait un café du service d'étage. « Bonjour, la nuit dernière était incroyable », a dit Jessica en repoussant ses longs cheveux avec un sourire séducteur. Marc s'est étiré longuement et s'est assis. « Ouais, bonjour. Mec, je suis toujours le plus détendu quand je suis avec toi. » Retourner dans cet appartement étouffant et si déprimant. Jessica a gloussé. « Tiens bon encore un peu. Tu fais signer les papiers du prêt à ta femme aujourd'hui, n'est-ce pas ? » Oh, j'ai tout réglé. Quand je lui ai dit hier soir que je devais travailler, elle est devenue toute douce et a dit « Ne travaille pas trop dur. Elle est si facile à manipuler. Si je rentre à la maison avec un gâteau de supermarché bon marché, elle pleura probablement des larmes de joie et signera tout ce que je veux. » Ivre de son propre scénario. Sans faille, Marc est sorti du lit. Une fois que les 300 000 $ seront débloqués, je rembourserai la dette de maman et j'utiliserai le reste comme acompte pour un nouvel appartement pour moi et Jess. Je refilerai les soins médicaux de maman à Sarah, j'inventerai une excuse et je la mettrai à la porte. Mais que tu es vraiment un génie, Marc. Ta femme ne se doute probablement pas, dans ses rêves les plus fous, qu'elle est sur le point d'être endettée et jetée à la rue. C'est hilarant. Les deux se sont regardés et ont poussé des rires superficiels et vulgaires, entièrement convaincus qu'ils étaient les personnes les plus intelligentes de la pièce. Ils n'avaient aucune idée que la femme pathétique, dont ils se moquaient, avait déjà exécuté un piège sans faille et inéluctable, utilisant un pouvoir bien au-delà de leur compréhension. À 10 h du matin, après s'être séparé de Jessica dans le hall, Marc s'est arrêté dans une supérette près de la gare. Dans sa main, il tenait un sac en plastique contenant un gâteau bon marché, exactement comme il l'avait dit pour amadouer sa femme. « Je suis à la maison, Sarah. Désolé pour hier. Je sais que c'était notre anniversaire. » Marc a répété sa parfaite excuse dans sa tête. Encore et encore. Il est monté dans l'ascenseur de son immeuble et a appuyé sur le bouton de son étage, fredonnant un air en descendant le couloir. Ses pas étaient légers. Sa tête n'était remplie que des 300 000 $ qu'il était sur le
point d'obtenir et de sa nouvelle vie glamour avec Jessica. Sa femme l'attendait, probablement en ce moment même, préparant un petit déjeuner chaud. Quand elle verrait son visage, elle s'accrocherait à lui, disant à quel point elle s'était sentie seule. Se prélassant dans cette supériorité, Mark s'est tenu devant sa porte. Il a sorti sa clé, a déverrouillé la porte et a poussé la lourde porte métallique. « Je suis à la maison, Sarah. Désolé d'être en retard », a appelé Mark d'une voix douce et gentille, affichant un sourire confiant en entrant. Mais au moment où il l'a fait, ce qui l'a enveloppé n'était pas l'accueil chaleureux de sa femme ou l'odeur de café frais. C'était un froid glacial, noir, comme du jet, et dépourvu de tout son de vie. Un silence étrange, semblable à celui d'une tombe. En enlevant ses chaussures et en entrant dans le salon, ses yeux se sont posés sur une scène bizarre et anormale installée sur la table de la salle à manger. « Sarah, où es-tu » Debout dans l'entrée sombre, Mark a appelé dans l'appartement avec un visage perplexe. Normalement, dès qu'il déverrouillait la porte, Sarah accourait dans le hall pour l'accueillir. Mais aujourd'hui, il n'y a eu aucune réponse. En fait, il n'y avait pas la moindre trace d'une personne vivant dans l'appartement. Le sac en plastique de gâteau pendant à sa main, Mark a ouvert la porte du salon. Instantanément, un air glacial et mordant l'a enveloppé. Le chauffage était éteint. Le purificateur d'air était silencieux. Il n'entendait même pas le bourdonnement du réfrigérateur. Le silence absolu était si parfait que, pendant une seconde, Mark a cru qu'il s'était trompé d'appartement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a appuyé sur l'interrupteur mural pour allumer les lumières. Lorsque la pièce s'est illuminée, Mark a eu un hoquet en voyant la scène. Anormal. L'appartement, habituellement impeccable, semblait profondément anormal. La porte de la salle de bain était grande ouverte, et dans le porte-brosse à dents en verre qu'il partageait, seule sa brosse à dents bleue était complètement seule. La photo de mariage qui était toujours accrochée au mur était violemment déchirée en deux et jetée par terre. « Et Sarah, où es-tu » Sentant une soudaine pointe d'irritation et de malaise, Mark a ouvert la porte de la chambre. À la volée. Le placard était grand ouvert. Les vêtements, sacs, chaussures de Sarah, tout ce qui lui appartenait, avait disparu. Le vide béant du placard vide lui a projeté un terrifiant sentiment de vide. Quoi ? Incapable de traiter ce qui se passait, Mark a titubé en arrière dans le salon. C'est alors que ses yeux se sont fixés sur la table de la salle à manger. Ce n'était pas la femme en larmes et en attente qu'il avait imaginé. C'était un décor bizarre, presque psychopathique, parfaitement arrangé. Au centre de la table, une entrecôte de premier choix et un ragoût de côtelettes s'étaient magnifiquement dressés. C'était clairement un dîner de premier anniversaire, mais la nourriture était froide comme de la pierre. La graisse du steak était figée et blanche, et une pellicule dégoûtante recouvrait le ragoût. Et disposée, en éventail entre les assiettes glaciales, il y avait une pile de papier et de photos. Qu'est-ce que c'est ? Laissant inconsciemment tomber le sac de gâteau par terre, Mark fut attiré vers la table comme par un aimant. La première chose que ses yeux ont attrapée fut une copie très familière d'un document. L'accord de cautionnement de $300 000 qu'il avait essayé de faire signer à Sarah. En plein centre, le mot « nul » était griffonné en énorme marqueur rouge. Pourquoi est-ce ici ? Son cœur se mit à marteler violemment contre ses côtes. Avec des mains tremblantes, Mark ramassa le morceau de papier suivant. C'était une pile de photographies d'une clarté cristalline prise par un détective privé. Des photos de lui et Jessica pressés l'un contre l'autre dans une ruelle. Des photos de leur dos alors qu'ils disparaissaient dans l'entrée de l'hôtel. Pas possible. Le choc le frappa comme un seau d'eau glacée, et il recula en trébuchant. La dissimulation qu'il croyait parfaite avait été complètement exposée à Sarah tout ce temps. Plus bas sur la table se trouvait une copie d'un relevé bancaire d'entreprise et un avis d'expulsion impitoyable de Miller Property Management. Au moment où il a lu le nom du propriétaire, Sarah Miller, PDG, Mark a senti le sol se dérober littéralement sous ses pieds. La femme envers qui il avait agi avec tant d'arrogance, la femme qu'il méprisait comme une femme au foyer ignorante, était, en fait, la propriétaire de cet immeuble de luxe et la PDG d'une énorme entreprise. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé quel clown astronomiquement stupide et pathétique il avait été. Et puis, au sommet de la pile, se trouvait une lettre blanche et impeccable, reposant tranquillement mais avec une domination écrasante sur une requête en divorce signée. Mark ramassa la lettre, le visage pâle et vidé de tout son sang. Le bout de ses doigts tremblait violemment. Mark, joyeux premier anniversaire. Je suis sûr que le champagne que tu as bu, avec Jessica dans la suite de luxe surplombant la ville était délicieux. En lisant la première ligne, Mark oublia de respirer, s'étouffant avec l'air. C'était une contre-attaque parfaite à la légende qu'il avait postée sur son profil la nuit précédente. Veuillez examiner les documents sur la table. C'est tout du prêt de $300 000 que tu as essayé de me faire endosser et de la
Dette de 50 000 $ de ta mère. J'ai beaucoup apprécié la lecture du tableur, chronologie du divorce sur votre Google Drive partagé. La lumière disparut, complètement des yeux de Marc. Sarah ne savait pas seulement pour la liaison. Elle connaissait chaque détail de leur complot répugnant de transfert de dette. Il réalisa que le fichier Excel qu'il avait créé en riant avec Jessica était, maintenant la preuve même qui scellait sa propre destruction. Les papiers du divorce sont déjà signés et datés par moi. Toutes les preuves de ton infidélité ont été remises à mes avocats. Toi et Jessica serez bientôt, officiellement poursuivis en justice pour dommages et intérêts. Un procès. Non. Seulement il n'obtenait pas le prêt de 300 000 $, mais lui et Jessica allaient être frappés d'une pénalité financière massive. Une équation catastrophique de son avenir ruiné traversa son esprit. De plus, concernant cet appartement que tu as si fièrement loué, cet immeuble appartient à Miller Property Management, la société de mon défunt père. Je suis la PDG de cette société. En vertu de mon autorité de propriétaire, ton bail a été résilié. À compter d'aujourd'hui, tu es un occupant sans titre, alors fais tes valises et quitte les lieux. Immédiatement. Marc fut brutalement informé que le sol même sur lequel il se tenait n'était plus un endroit où il était autorisé à être. P.S. J'ai adoré lire ton compte Instagram secret tous les jours. Je me demande, qui de nous deux pleure en ce moment? Ne te montre plus jamais devant moi. Oh, au revoir. Au moment où il a terminé la dernière phrase, la lettre a glissé de ses doigts et a voltigé jusqu'au sol. Il s'est agrippé au bord de la table, essayant désespérément de rester debout, mais la force a complètement quitté ses genoux, et il s'est effondré sur le parquet. Seuls de faibles gémissements sans parole se sont échappés de sa bouche. Il pensait avoir complètement gagné. Il pensait pouvoir transformer sa femme, agaçante en une esclave de la dette et vivre sa meilleure vie avec sa maîtresse. Mais la réalité, sa femme avait tout vu, l'avait méprisé et l'avait jeté comme un déchet. Son prêt, son argent, son logement, tout lui avait été enlevé. Tout, ce qui restait était de la nourriture froide, et son propre moi pathétique et ruiné. Sarah, c'est une blague, n'est-ce pas, Sarah? Le cri misérable et pathétique d'un homme a résonné creux dans l'appartement silencieux, n'atteignant absolument personne. Affalé sur le parquet, il a fallu plusieurs minutes à Marc pour commencer à comprendre la situation dans laquelle il se trouvait. Devant lui, il y avait un somptueux dîner d'anniversaire glacial et une montagne de documents juridiques, servant de condamnation à mort. C'est un mensonge. Ça doit être une sorte de farce. Une voix tremblante s'échappa de sa bouche sèche. Quelques dizaines de minutes auparavant, il n'avait pas douté une seconde d'être le gagnant de la vie. Il avait passé une douce nuit dans un hôtel de luxe avec sa maîtresse et était sur le point de refiler sa dette à sa femme encombrante. Jamais dans ses rêves les plus fous il n'aurait imaginé que sa femme verrait tout, le dépouillerait de tout et le jetterait à la rue. Marc a attrapé frénétiquement son smartphone sur le sol. Avec des doigts tremblants, il a trouvé le numéro de Sarah et a appuyé sur appeler. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. La voix robotique et stérile a résonné sans fin dans la pièce froide. Ce n'était pas seulement un blocage. Sarah avait complètement annulé la ligne téléphonique, coupant tout moyen pour lui de la contacter. Il a ouvert ses messages, mais ses coordonnées avaient disparu. Il ne pouvait pas envoyer de iMessage, ne pouvait pas la joindre sur les réseaux sociaux. Sarah, s'il te plaît, écoute-moi. Marc a supplié, l'écran de son téléphone, criant à personne. La femme dont il s'était moqué hier, pour être une femme au foyer inutile était maintenant la seule bouée de sauvetage à laquelle il avait désespérément besoin de s'accrocher. À ce moment-là, le téléphone dans sa main a vibré violemment. L'écran affichait « Maman ». Marc a appuyé sur le bouton de réponse comme s'il était possédé. Il s'est accroché à un faible espoir que Sarah soit peu, être allée chez ses parents pour leur présenter ses respects. « Allô, maman. Sarah t'a appelé ?» Avant même que Marc ait pu finir, son tympan a été presque brisé par le cri hystérique de sa mère, Barbara. « Marc, qu'est-ce qui se passe, bon sang, Sarah? C'est tout de ma dette et de ta liaison. Attends, maman. Tu as parlé à Sarah. Hier soir, au milieu de la nuit, m'a dit de payer ma propre dette, et m'a raccroché au nez. Pourquoi ne l'as-tu pas gardé dans l'ignorance? Mes 50 000 $ sont dus aujourd'hui. Si ton père le découvre, il va me mettre à la porte. Ce qui est sorti de la bouche de sa mère n'était pas des mots d'inquiétude pour le mariage de son fils qui s'effondrait, mais une rage pure et simple pour sa propre sécurité et l'argent qu'elle perdait. Marc a senti une migraine fulgurante arriver. Maman, c'est moi qui suis foutu. Sarah est la propriétaire de tout cet immeuble. Je vais être expulsé tout suite et elle me poursuit pour tout ce que j'ai. A plaidé Marc en larmes. Mais, ces cris n'ont pas atteint Barbara. Ça ne m'intéresse pas. Tout ça arrive parce que tu as dû avoir une liaison et ruiner le plan. Prends tes responsabilités et va à un prêteur sur gage tout de suite et trouve-moi mes 50 000 $. Tu te moques de moi?
Ma vie est finie et tu ne te soucies que de toi. N'ose pas parler à ta mère comme ça. Je n'ai pas besoin d'un fils inutile comme toi. Bip, l'appel a été coupé unilatéralement. Marc a regardé fixement son téléphone. Sa mère, qu'il avait toujours gâté parce qu'il était le fils aîné et qui comptait sur lui chaque fois que c'était pratique, l'a instantanément abandonné dès qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas lui soutirer d'argent. Il n'y a jamais eu de lien familial. C'était une relation superficielle maintenue uniquement par la vanité et l'argent. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? A crié Marc en s'arrachant les cheveux. Non, ce n'est pas fini. J'ai encore Jessica. Jessica est intelligente. Elle connaît la loi. Si je lui parle, elle trouvera certainement une idée brillante pour renverser ce cauchemar. Même le procès. Si nous nous battons ensemble, nous pouvons trouver une solution. S'accrochant à elle comme un homme qui se noie, Marc a composé le numéro de sa maîtresse. Après quelques sonneries, elle a décroché. Et, Marc, qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié quelque chose? La voix de Jessica était douce et détendue. Ils venaient d'être ensemble il y a 1 heure. Marc a parlé rapidement, désespéré. D'une bouée de sauvetage. Jess, s'il te plaît, aide-moi. C'est une catastrophe. Sarah savait tout. Elle a vu toute la feuille de calcul du calendrier du divorce sur le disque partagé. Quoi? De quoi parles-tu? La voix de Jessica a instantanément perdu sa douceur. C'est vrai, je suis rentré à la maison et elle est partie. Il y a des papiers de divorce et une menace de procès sur la table. Et Jess, cet appartement appartient à la société de Sarah. Je vais être expulsé aujourd'hui. Et le prêt de 300 000 $ est complètement mort. Un silence lourd et terrifiant est tombé sur la ligne. Jess, qu'est-ce qu'on doit faire? Attends un peu. Tu es en train de me dire que tu ne savais pas que ta propre femme était PDG d'une société immobilière? La voix de Jessica s'est transformée en quelque chose de glacial et de froid, comme si elle parlait à un parfait étranger. Je ne savais pas. Sarah l'a gardé secret. Tu es un idiot? Je suis sans voix. J'ai perdu mon temps à me faire mener en bateau par un perdant pathétique comme toi. Ouah, qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi. La seule raison pour laquelle j'ai dit que je t'épouserais, c'est parce que tu as promis que tu obtiendrais un prêt de 300 000 pour nous acheter un nouvel appartement. Pourquoi diable resterais-je avec un perdant fauché et sans abri qui est sur le point de se faire poursuivre pour tout ce qu'il a par son ex-femme? Marc ne pouvait pas en croire ses oreilles. Il était le seul à croire qu'ils étaient amoureux. Pour Jessica, Marc n'était rien de plus qu'un distributeur automatique pratique pour financer son style de blé. Vie somptueux. Attends, Jess, nous nous aimons. Tu devras de toute façon payer la moitié des dommages. Si nous engageons un avocat ensemble. Ne sois pas ridicule. Je dirai simplement que tu m'as manipulé. Si tu me contactes à nouveau, j'appellerai la police et je te dénoncerai pour harcèlement. Perds mon numéro. Bip, bip, bip. La tonalité électronique impitoyable a signalé que sa relation avec Jessica était complètement rompue. Marc a laissé tomber son téléphone sur le sol. Abandonné par sa femme, rejeté par sa mère, trahi par sa maîtresse. L'homme qui, il y a quelques heures à peine, se croyait le centre de l'univers, avait littéralement tout perdu et était maintenant complètement seul sur un parquet froid. L'air dans la pièce était glacial. Le silence, dépourvu même du tic-tac d'une horloge, rendait son isolement insupportable. Marc a regardé la nourriture sur la table, l'entrecôte, de premier choix, couverte de graisse blanche. Auparavant, si le dîner était ne serait-ce qu'un peu froid, il aurait crié sur Sarah, exigeant de savoir pourquoi. Une femme au foyer ne pouvait pas servir un repas chaud. Avec des mains tremblantes, Marc a pris une fourchette et a mis un morceau de viande froid et durci dans sa bouche. En mâchant, le goût de graisse froide et une saveur brûlée et amère se sont répandus sur sa langue. C'était comme mâcher de la cendre. Sarah, je suis désolé. J'ai eu tort. Le doux sourire de Sarah, qui l'attendait tous les jours avec un repas chaud, lui est revenu vivement à l'esprit. Il a finalement réalisé à quel point il avait été incroyablement chanceux, et comment il avait piétiné cet amour pur et précieux avec sa propre arrogance. De grosses larmes ont coulé de ses yeux, tombant une par une sur le steak froid. C'était trop tard. C'était entièrement trop tard. Juste au moment où Marc était sur le point de se couvrir le visage de ses mains. Et de fondre en larmes comme un enfant, le téléphone par terre s'est mis à vibrer violemment pour la 3e fois. Marc a sursauté, ses épaules ont tressailli, et il a regardé l'écran à travers des yeux embués. L'identifiant de l'appelant indiquait « Vice-président des ventes, travail ». Aujourd'hui, c'était samedi. Un appel direct du vice-président un samedi matin était complètement anormal. Une horrible prémonition a parcouru l'échine de Marc, tandis qu'une sueur froide éclatait. La vengeance de Sarah n'était pas terminée.
L'annihilation sociale totale qu'elle avait préparée était sur le point de lui être jetée à la gorge. Oui, c'est Marc, répondit-il d'une voix tremblante. À travers le récepteur, la voix habituellement calme du vice-président était basse, réprimée par une rage absolue. Marc, où es-tu en ce moment? Je suis à la maison. À la maison? Ne te moque pas de moi. Explique les reçus d'hôtel que tu as imputés à l'entreprise en prétendant être en voyage d'affaires. Le cœur de Marc fit un bond violent et nauseux. Reçu de frais. Oui. Les RH ont reçu un email de dénonciation anonyme ce matin. Il contenait chaque reçu de la suite d'hôtel de luxe dans laquelle vous avez séjourné avec Jessica, ainsi qu'une ventilation détaillée de vos frais de voyage frauduleux. Il comprenait également un journal de données complet d'emails très inappropriés entre vous deux, utilisant les serveurs de l'entreprise. Marc a senti le sang quitter entièrement son corps. Sarah n'avait pas seulement engagé un détective privé pour surprendre sa liaison. Elle avait creusé le fait qu'il imputait ses séjours à l'hôtel et ses dîners à l'entreprise pour construire son alibi. Et elle avait obtenu la preuve absolue et indéniable. Non, monsieur, il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Les photos jointes vous montrent clairement en train de boire du champagne avec la carte de l'entreprise dans un restaurant de luxe. De plus, cet email contenait des allégations avec preuve que vous avez exigé des pots de vin illégaux de nos fournisseurs. C'était vrai. Pour financer ces cadeaux coûteux pour que Jessica puisse se pavaner, Marc avait forcé les fournisseurs à payer des pots de vin et avait déclaré de fausses dépenses de représentation, violant à plusieurs reprises les règles de conformité de l'entreprise. Présentez-vous au RH lundi matin à la 1er heure. Jessica sera là aussi. Ce n'est pas seulement une liaison au travail. C'est un détournement de fonds, une fraude d'entreprise. Vous risquez un licenciement immédiat pour faute grave. Préparez-vous. Le téléphone s'est éteint. Marc est resté assis là, la bouche bée, fixant le mur d'un air absent. Licenciement pour faute grave, son 400 kunk et sa prime de départ saisie. La marque, noire d'avoir été licencié pour détournement de fonds, signifiait qu'il ne trouverait plus jamais un emploi décent dans son secteur. Ce n'était pas seulement sa vie privée. Tout son statut social a été anéanti en quelques secondes. Ce que Sarah avait préparé n'était pas une vengeance douce de femme. C'était une exécution méticuleuse et sans faille, conçue pour effacer complètement un être humain de la société. La respiration de Marc est devenue superficielle, le faisant hyperventiler. Ah! Il a poussé un cri sans voix, rampant sur le sol. Il n'y avait nulle part où fuir. Les dommages et intérêts du procès, la crise de la dette de sa mère, et maintenant les demandes de restitution de l'entreprise. Ce qui l'attendait, c'était une montagne de dettes insurmontable et une vie infernale abandonnée de tous. Puis le téléphone a de nouveau vibré. L'écran indiquait « Miller Property Management ». Marc a sursauté, mais il ne pouvait pas se permettre de ne pas répondre. S'il l'ignorait, la police pourrait se présenter pour l'expulser physiquement. Oui, bonjour, est-ce que je parle à Marc? La voix masculine au téléphone était incroyablement bureaucratique, totalement dépourvue d'émotion. Cela a fait monter la terreur de Marc en flèche. Oui, c'est moi. Comme indiqué dans l'avis de libération des lieux, votre contrat de location a été résilié avec effet immédiat aujourd'hui. Par conséquent, à 10 h demain, nos entrepreneurs arriveront pour récupérer les clés et commencer le débarras. Demain? S'il vous plaît, attendez. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je trouve un nouvel endroit aussi vite. Conformément à l'article 14 du contrat de location, l'occupation non autorisée, après la résiliation entraîne une pénalité de $300 par jour. De plus, l'enlèvement de tout mobilier ou bien laissé dans l'unité vous sera facturé directement. Si vous n'avez pas quitté les lieux avant 10 h demain, nous procéderons à une expulsion forcée accompagnée des forces de l'ordre. Veuillez en prendre note. La voix robotique a complètement ignoré les cris de Marc, s'il vous plaît, et a poursuivi le protocole administratif. S'il vous plaît, laissez-moi parler à ma femme. Je veux dire, à la PDG Miller. Laissez-moi lui présenter mes excuses directement. La PDG Miller a strictement ordonné qu'aucune communication directe de votre part ne soit transmise et que toutes les questions soient traitées légalement par l'intermédiaire de ses avocats. 2. Plus, nous avons déjà envoyé une lettre recommandée à votre garant concernant la résiliation du bail et toutes les charges à venir. Quelque chose dans le cerveau de Marc a complètement cédé. Mon garant, vous, avez contacté mon père? Le père de Marc était un homme incroyablement strict. Et Staromodny. Si son père découvrait la liaison de son fils, le détournement de fonds et les problèmes de dette de son fils et de sa femme, il ne serait pas seulement déshérité. La famille s'effondrerait, et Marc serait définitivement exilé comme la honte suprême de la lignée. Nous vous verrons à 10 h. Demain. Au revoir. L'appel s'est terminé. Marc a jeté son téléphone à travers la pièce. L'écran s'est brisé comme une toile d'araignée contre le mur, mais il n'avait même pas la capacité de s'en soucier.
C'était fini. Tout était fini. Marc a ramené ses genoux contre sa poitrine, se recroquevillant dans le coin du salon sombre. L'homme qui, jusqu'à hier, se croyait une élite spéciale et choisie, et qui méprisait sa femme, réalisait maintenant qu'il était le déchet le plus pathétique et le plus sans valeur de la terre. L'appartement est resté parfaitement silencieux. Peu importe combien il criait, pleurait ou versait des larmes de regret, il n'y avait personne dans cet espace pour recueillir sa peine. Le steak et le ragoût froid, sur la table, l'horloge arrêtée au mur, la photo de mariage violemment déchirée, tout semblait se moquer éternellement de son arrogance et de sa stupidité. Pendant ce temps, j'étais assise dans le vieux bureau de mon père, dans la maison de mon enfance, sirotant lentement un thé chaud. Par la fenêtre, le soleil éclatant du début de l'été illuminait les arbres du jardin. Je pouvais entendre le chant des oiseaux. C'était un samedi matin remarquablement paisible. Sur le bureau se trouvait mon téléphone, affichant un court message de Mess Harrison. Le rapport de dénonciation de l'entreprise et l'avis d'expulsion de la gestion immobilière ont tous été exécutés. Votre mari devrait être licencié, pour faute grave lundi. J'ai également informé votre beau-père de tout ce qui concerne la situation de Barbara. Même en lisant ce rapport, aucun sentiment vulgaire de jubilation ne m'a envahi. Il n'y avait qu'un sentiment silencieux et profond de soulagement que tout soit enfin vraiment terminé. J'ai baissé les yeux sur l'annulaire de ma main gauche. Il y avait encore une légère marque de bronzage blanche où se trouvait autrefois mon alliance. Mais, avec le temps, cela aussi s'estomperait. Pas une seule goutte de haine ou de colère envers Marc ne subsistait en moi. Personne comme lui ne valait tout simplement plus la peine de consommer mes précieuses émotions. À partir de maintenant, je protégerai l'entreprise que mon père m'a laissée et je suivrai mon propre chemin, sur mes deux pieds. Je me suis levé lentement et je me suis étiré. La brise qui soufflait par la fenêtre était incroyablement rafraîchissante. Les saisons ont tourné et une demi-année s'est écoulée depuis ce matin d'hiver glacial. Depuis le porche de la maison de mon enfance, les arbres du jardin étaient couverts d'un vert éclatant et la douce brise d'été faisait bruire les feuilles. Je me suis assise devant la photo encadrée de mon défunt père sur la cheminée, la regardant tranquillement. Papa, tout est enfin terminé. Je suis désolé de t'avoir inquiété, mais je vais bien maintenant, lui ai-je parlé, silencieusement dans mon cœur. Les suites se sont déroulées exactement comme M. Harrison l'avait prévu, ou, plutôt, cela a signifié une fin encore plus brutale pour eux. Marc a été licencié pour faute grave dès le lundi matin, car toutes les preuves de son détournement de fonds, de sa liaison inappropriée au travail et de ses pots de vin de fournisseurs étaient parfaitement documentées. Il n'avait absolument aucun moyen de s'en sortir. Son 400 TUNC et sa prime de départ ont été saisis, et l'entreprise l'a poursuivi en justice pour des dommages et intérêts massifs. Couplé au règlement qu'il me devait, la dette de Marc a instantanément explosé pour atteindre un chiffre astronomique. Son dernier espoir, sa maîtresse, Jessica, a complètement coupé tout contact avec lui. Elle aussi a été licenciée de l'entreprise. Selon le rapport de suivi du détective, Marc travaille maintenant dans des emplois de construction pénibles, vivant au jour le jour dans un minuscule studio délabré et sans fenêtre. La vie confortable en appartement de luxe dont il se vantait en se moquant des femmes au foyer ne reviendra jamais pour lui. Là, et vie au plus bas qu'il aimait tant mépriser et maintenant la vie qu'il mène. Mon ex-belle-mère Barbara a connu un sort tout aussi désastreux. Son mari était absolument furieux lorsqu'il a découvert qu'elle avait secrètement accumulé des dettes massives et que leur fils aîné avait été licencié pour détournement de fonds à la suite d'une liaison. Pour un homme qui valorisait son image publique, par-dessus tout, c'était une disgrâce impardonnable pour le nom de la famille. Il lui a immédiatement remis les papiers du divorce. Sans pension alimentaire et, sans part des biens, elle a été mise à la rue sans un sou. J'ai entendu dire qu'elle a vendu tous les sacs et bijoux de créateurs qu'elle avait achetés pour le statut et qu'elle travaille maintenant tranquillement comme femme de ménage, de nuit dans un centre commercial pour rembourser lentement ses emprunts. La femme qui me sermonnait avec hauteur qu'une belle fille devrait travailler comme une bonne à tout faire passe ironiquement ces dernières années à récurer les sols des autres. Entendre parler de leur sort ne m'a apporté ni joie ni supériorité, seulement un profond sentiment de soulagement d'avoir échappé en toute sécurité au bourbier sans fond de leur cupidité et d'avoir repris ma vie en main. Le jour où le juge a finalisé le jugement de divorce et où j'ai officiellement repris mon nom de jeune fille au bureau de l'état civil, mon cœur s'est senti si léger. Je n'oublierai jamais ce sentiment pour le reste de ma vie. J'ai doucement caressé mon annulaire gauche. La marque de bronzage blanche de l'anneau que j'ai porté pendant un an avait complètement disparu, retrouvant sa couleur naturelle. C'était presque comme si cette année que j'ai vécue en tant que Sarah, l'épouse soumise, n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, je suis de nouveau Sarah Miller. En tant que PDG de Miller Property Management, la société que mon père m'a laissée, je vis des journées chargées mais incroyablement enrichissantes. Bien
Que je sois PDG de nom, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais les employés, chevronnés qui ont soutenu mon père m'ont guidé avec chaleur et parfois avec rigueur. L'autre jour, Monsieur Harrison a visité notre bureau. Sarah, votre expression a complètement changé. Vous commencez à avoir cet air digne que votre père avait. Quand il dirigeait cet endroit, a-t-il dit, ses yeux se plissant derrière ses lunettes alors que je lui servais du café. C'est entièrement grâce à vous, Monsieur Harrison. Si vous ne m'aviez pas poussé en avant à l'époque, je serais, probablement encore en train de pleurer jusqu'à m'endormir, servant de bouc émissaire pratique, ai-je dit en inclinant profondément la tête. Il a souri, doucement et a secoué la tête. Non, celle qui a pris la décision de se lever et de se battre, c'est vous, Sarah. Quand une personne réalise ce qu'elle a vraiment besoin de protéger, elle découvre une force bien plus grande qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Grâce à l'immobilier, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses familles différentes. Récemment, un couple de personnes âgées est venu chercher une petite maison de plain-pied pour y passer leur retraite. Nous n'avons plus besoin d'une grande maison, tant qu'il y a assez de place pour que ma femme et moi puissions boire un café sur le porche ensemble. Nous serons plus qu'heureux, a dit le mari en souriant à sa femme. En les voyant, ma poitrine s'est réchauffée. Il n'y avait ni vanité ni calcul entre eux. Il n'y avait qu'un profond respect et une affection forgée en traversant une longue vie ensemble. Mon père disait, Sarah, une maison n'est pas juste une boîte. C'est un miroir qui reflète la vie des gens qui y vivent. Peu importe la grandeur du manoir, s'il n'y a pas d'amour, ce n'est qu'un bloc de pierre froid. Je ne le comprenais pas entièrement à l'époque, mais maintenant je le comprends. Douloureusement bien. Cet appartement de luxe dans lequel je vivais n'était rien de plus qu'un bloc froid de cloisons sèches sans la moindre once d'amour. Mais, cette vieille maison d'enfance que mon père m'a laissée a des souvenirs de famille chaleureux gravés dans chaque égratignure sur les cadres de porte. Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qu'un mariage? Que vous partagiez le sang, ou que vous soyez liés par un morceau de papier appelé acte de mariage, s'il n'y a pas de respect et de compassion mutuelle, ce n'est qu'une boîte vide. Marc et Barbara ont désespérément essayé de décorer cette boîte vide avec de la vanité et des apparences, en fermant les yeux sur le fait que l'intérieur pourrissait. Je suis sorti de cette boîte pourrie par mes propres moyens, et je peux enfin ressentir à nouveau la vraie chaleur du soleil. Quand j'étais femme au foyer, Marc ricanait. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile dans le monde réel. Et oui, se lancer dans le monde des affaires, c'est défi. Mais quand un client sourit et dit « Je suis si heureux que nous ayons fait confiance à votre entreprise, Sarah, la joie est irremplaçable. Je travaille toujours dur pour les autres. Mais maintenant je suis entouré de gens qui évaluent correctement mes efforts et montrent une gratitude sincère. Je me suis levé et je suis sorti sur le porche. Dans le coin du jardin, les hortensias commençaient à fleurir. Ils boiront la pluie d'été et fleuriront encore plus magnifiquement. Je suis pareil. La douleur et les larmes de l'année écoulée n'ont pas été vaines. Je comprends maintenant clairement que c'était une épreuve nécessaire, une épreuve pour apprendre le côté sombre de l'humanité, pour faire face à mes propres faiblesses et pour acquérir la force, tranquille de me relever. Sarah, votre rendez-vous de 10 heures est arrivé, a appelé la voix de notre directeur de bureau de longue date depuis le couloir. J'arrive tout de suite. Ai-je répondu vivement, en tournant le dos à la vue du jardin. Je n'ai plus besoin d'un faux sourire pour plaire à qui que ce soit. Je pleure quand je suis triste et je ris du fond du cœur quand je suis heureuse. Je suis en train de me forger cette vie tout à fait normale et fondamentalement humaine avec mes deux mains. En attrapant mon reflet dans le miroir du couloir, j'ai souri. La femme, faible et effrayée n'était nulle part. Une femme farouchement indépendante, debout et regardant droit devant elle, me regardait avec une résolution inébranlable. Quand j'ai ouvert les portes d'entrée du bureau, la brillante lumière de l'été m'a enveloppé. Le ciel au-dessus était infiniment, parfaitement bleu. Aujourd'hui, un nouveau jour commence. Et le chemin que je parcours s'étend, lumineux et sans limite, devant moi.